Il y a 30 ans, tout a basculé. Le ciel s'est déchiré, et une horde infinie de monstres s'est déversée dans notre monde. Les gens ont appelé ça la déferlante. Pour riposter, l'humanité a dû trouver un moyen de s'adapter. Chacun a obtenu des classes magiques ou physiques, marquant le début d'une nouvelle ère où la force a été redéfinie. On a réussi à repousser les monstres, mais un autre genre de problème a pris racine. Une fracture sociale rigide s'est formée. Si tu avais la chance d'obtenir une classe basée sur la magie, tu faisais partie de l'élite dirigeante. Les mages sont devenus les maîtres de cette nouvelle société. Tous les autres ont été rabaissés, relégués au rang de simples roturiers. Toute classe qui n'impliquait pas de magie était traitée comme un déchet, rejetée par un monde qui ne jurait que par le mana. Une main serre une simple poignée. Même dans cette ère obsédée par la magie, la foi en l'épée n'a pas complètement disparu. Emori Tatsuma est convaincu que l'ère de l'épée brillera à nouveau. Il a vécu assez longtemps cette vie pour connaître la galère de première main. Tatsuma n'est pas né ici. Il a été envoyé de la Terre vers ce monde étrange et divisé. C'est ce qu'ils appellent un transfuge. Il y a 3 ans, un couple de roturiers au grand cœur l'a trouvé. Ils étaient pauvres, mais ils l'ont recueilli et élevé comme leur propre fils. Le père adoptif lui tend une épée simple et usée. C'est tout ce qu'ils peuvent se permettre, et il s'excuse que ce ne soit pas quelque chose de plus impressionnant. Il promet qu'ils travailleront plus dur pour gagner plus. Ils veulent le meilleur pour lui, même si le monde entier est contre eux. Ils espèrent lui acheter de l'équipement magique un jour et le faire entrer dans une école prestigieuse. Tatsuma écoute silencieusement, regardant la modeste lame entre ses mains. Même s'il est un enfant de roturier, son père voit quelque chose de spécial en lui. Il croit qu'une âme puissante brûle à l'intérieur de son fils adoptif. Le vieil homme lui dit de s'assurer de devenir le plus fort. L'expression de Tatsuma reste calme, mais le message fait mouche. Le monde a peut-être changé avec l'arrivée de la magie, mais la nature humaine est restée la même. L'élitisme est plus fort que jamais. Les nobles regardent tout de haut, convaincus que la puissance est quelque chose avec lequel on est tout simplement. Ils croient que les lignées déterminent ta valeur. Ils utilisent leur statut pour piétiner les faibles, ne comprenant jamais à quoi ressemble la vraie force. Pour eux, quiconque n'a pas de mana est invisible. Tatsuma sait que les lignées et le talent ne font pas tout. Le vrai pouvoir vient de quelque chose de plus profond qu'un simple rang. Il regarde l'épée usée et moche. Pour n'importe qui d'autre, ce n'est qu'un bout de ferraille. Mais quand son père la lui a mise entre les mains, Tatsuma a réalisé le poids des attentes qu'elle représentait. Elle incarne le travail et l'amour des gens qui l'ont élevée. C'est une flamme inextinguible, une âme qu'aucune quantité de magie ne pourra jamais effacer. C'est le genre de pouvoir qu'il vise. Il n'a jamais blâmé ses parents pour leur situation. Il sait à quel point ils ont trimé pour lui donner une chance dans ce monde. Tatsuma pose une main rassurante sur l'épaule de son père. Pour lui, cette seule épée est largement suffisante pour atteindre ses objectifs. Il sourit, leur disant qu'ils lui ont déjà donné la chose la plus précieuse au monde. Il n'a pas besoin d'équipement hors de prix ou de titres ronflants. Avec sa famille à ses côtés, il est prêt à affronter tout ce que la cérémonie de changement de classe lui réservera. Il est déterminé à atteindre le sommet. Il jure de faire en sorte qu'il n'ait plus jamais à souffrir. Il portera leurs espoirs et les transformera en sa propre force. Je deviendrai le plus fort, exactement comme vous l'espérez. La promesse est gravée dans son esprit. Il imagine un trône d'épée, flanqué de dragons. C'est une vision audacieuse pour un roturier, mais il a bien l'intention de la concrétiser. La ville est en effervescence le jour de la cérémonie. Les gens se rassemblent, impatients de voir la prochaine génération de chasseurs et de mages. L'officiel de l'académie appelle le nom suivant. Roturier, Emori Tatsuma. La foule s'écarte alors que le garçon s'avance. Il se tient devant le pilier magique. L'officiel lui fait signe de commencer le processus qui décidera de son avenir. Des murmures parcourent la foule à propos de son dossier scolaire de malade. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'étoile montante des roturiers. Il a obtenu des rangs parfaits en escrime et en théorie. Même en tant que novice sans classe, ses stats physiques crevaient le plafond. Mais tout le monde n'est pas impressionné. Le rival noble se fout de sa gueule, qualifiant un génie roturier de rien de plus qu'un déchet des caniveaux qui se fait des films. Les aristocrates croient que sans mana, il est condamné à tirer une classe inutile. Ils attendent juste qu'il se plante pour pouvoir se marrer. Le rival lui hurle de dégager, affirmant que les déchets comme lui n'ont rien à faire près des nobles. L'hostilité est flagrante. Il considère les épées comme de l'histoire ancienne. S'accrocher à de telles antiquités ne fera que le maintenir dans la boue pour toujours, du moins selon eux. Même une classe de haut rang ne les ferait pas changer d'avis.
Ils pensent que les roturiers sont incapables d'être des « élus ». Un étudiant musclé avec ses larbins lui dit d'arrêter de rêver. À leurs yeux, un roturier reste un roturier pour la vie. Tatsuma s'approche du pilier, ignorant les railleries. L'énergie de l'appareil commence à tourbillonner autour de lui alors qu'il se prépare à établir le contact. Il tend une main. L'heure de vérité a sonné, et les résultats vont scotcher tout le monde dans l'académie. L'énergie du pilier explose dans un éclair aveuglant. Un panneau de notification s'allume, affichant un résultat qui laisse la salle entière dans un silence stupéfait. L'écran indique « épéiste de rang D ». C'est une classe tout en bas de la hiérarchie sociale et magique, le marquant au fer rouge comme un bon à rien. Une vague de murmures déferle sur la foule. Les autres roturiers ont l'air dévastés, réalisant que même leur meilleur et plus brillant élément n'a pas pu briser le cycle. Un étudiant hurle de frustration, la voix brisée. Il avait placé tous ses espoirs en Tatsuma, seulement pour les voir réduits en cendres par un résultat de rang D. Le rival noble éclate de rire, ses cheveux gominés tremblants alors qu'il se moque de l'échec du roturier. Pour lui, cela prouve que les déchets des caniveaux, comme Tatsuma, n'ont jamais été choisis par le destin. Tatsuma fixe l'écran bleu flottant, son visage partiellement caché par ses cheveux noirs en bataille. Malgré les moqueries qui résonnent autour de lui, il reste remarquablement serein. Un petit sourire confiant joue sur ses lèvres. Il murmure qu'il avait de toute façon prévu d'utiliser une épée depuis le tout début. Il se tient droit, impassible face à l'étiquette de « rang D ». Pour lui, ce n'est pas une impasse. C'est juste la ligne de départ de son chemin pour devenir le plus fort. Il regarde directement la caméra avec un regard déterminé. Le monde voit un déchet, mais lui voit des fondations parfaites sur lesquelles bâtir. L'officiel de l'académie réajuste ses lunettes, son expression professionnellement neutre. Il annonce la fin du changement de classe et le début immédiat de l'épreuve des nouveaux. En coulisses, les nobles prennent déjà les paris. Ils sont certains que Tatsuma finira bon dernier, s'il survit même à l'épreuve. Tatsuma passe devant eux, le regard acéré et concentré. Il est le seul roturier à participer cette année, une cible isolée pour tout leur mépris élitiste. L'officiel de l'académie appelle les étudiants à s'avancer et à recevoir leur équipement de départ. Chaque objet est adapté à leur nouvelle classe et à leur rang. Il appelle Makuzawa Yuki, et la fille aux longs cheveux violets s'avance. La foule est en délire, sachant qu'elle est un archer séraphin de rang S. L'officiel lui remet un magnifique arc elfique d'attribut glace qui brille d'une puissance magique. Elle est la petite protégée de l'académie, une véritable élue dans tous les sens du terme. Makuzawa Yuki regarde sa nouvelle arme avec un regard froid et perçant. À côté d'elle, l'officiel de l'académie appelle l'étudiant suivant, Emori Tatsuma. À côté d'elle, l'officiel de l'académie appelle l'étudiant suivant, Emori Tatsuma. Tatsuma s'approche de la zone de distribution, son sweat à capuche projetant une ombre sur ses yeux. Il est relégué dans la zone des rangs D, là où on garde les restes. L'officiel lui tend une lame rouillée et ébréchée qui semble avoir sa place dans une décharge. Il dit à Tatsuma qu'elle est parfaite pour lui et lui suggère de la jeter une fois l'épreuve terminée. Tatsuma prend l'épée, son visage restant totalement inexpressif. Il ne montre pas la moindre once de colère ou de déception face à cette insulte flagrante. Il regarde l'épée, déchet, notant que son équilibre est en fait plutôt bon malgré la rouille. Il réfléchit déjà à la façon de s'en servir. Le rival noble observe depuis les escaliers, se moquant de l'idée d'utiliser une lame non élémentaire. Sans renforcement magique, il affirme que ce n'est qu'un vulgaire bout de ferraille inutile. À proximité, un autre étudiant noble exhibe son énorme marteau de la foudre. Il se vante de ses 10 000 volts, suffisant pour paralyser n'importe quel monstre pendant une minute entière. La différence d'équipement est effarante. Tatsuma est seul avec sa lame rouillée, tandis que les nobles sont équipés comme des dieux. Pour les roturiers, ces armes magiques sont comme des artefacts d'un autre monde, totalement inaccessibles. Ils regardent avec envie et un sentiment de désespoir. Un mage dans le groupe invoque une boule de mana bleue tourbillonnante. Il croit que la magie est la seule chose qui peut combler le fossé en leur faveur. Le monologue intérieur de Tatsuma coupe le bruit. Il pense au fait que même un simple bâton en bois peut devenir l'arme la plus puissante avec assez de talent et d'imagination. Une série d'entailles abstraites et colorées remplit la case. Il imagine le véritable potentiel de l'épée, voyant au-delà de la rouille le tranchant mortel qui s'y cache. L'officiel commence à expliquer les règles de l'épreuve. Il se dirige vers la forêt des murmures, le repère de monstres corrompus par une énergie d'un autre monde. Il leur assure qu'il ne s'agit que de créatures de bas niveau, niveau 1 ou 2. Tant qu'ils restent concentrés, ils ne devraient courir aucun danger réel.
Les étudiants montent à bord d'un transport, l'intérieur étant équipé de sièges simples et de barres de maintien. La tension est palpable alors qu'ils se préparent à entrer sur le terrain de chasse. Ils arrivent devant un portail en pierre massif envahi par d'épaisses racines noueuses. L'officiel annonce qu'ils sont libres de former des groupes pour des raisons de sécurité. Il explique le système de points. Les contributions seront comptabilisées et leur classement final déterminera qui entrera dans la prestigieuse université du dieu dragon. Tatsuma s'éloigne du groupe principal, son épée rouillée reposant nonchalamment sur son épaule. Un groupe de nobles se moque de lui demandant s'il s'éclipse en douce pour éviter de se taper l'affiche. Il ricane, disant que personne ne voudrait faire équipe avec le mec assuré de finir bon dernier. Tatsuma ne se retourne même pas pour les regarder. Makuzawa Yuki s'approche de lui, son arc en bandoulière dans le dos. Elle lui demande s'il compte vraiment y aller en solo dans un endroit pareil. Tatsuma hausse les épaules, disant qu'il n'a tout simplement pas l'habitude de bosser en équipe. Yuki l'observe avec un air pensif, reconnaissant en lui un esprit de loup solitaire similaire au sien. Un gros plan sur la bouche de Tatsuma montre un léger sourire entendu. Il lui dit qu'ils vont probablement se battre plus tôt que prévu. Un duo d'étudiants nobles les foudroie du regard depuis le côté, le visage déformé par l'agacement. Ils n'apprécient clairement pas que le roturier interagisse avec la star de l'académie. Tatsuma se dirige vers la lisière sombre de la forêt des murmures. Les autres étudiants forment déjà des groupes, leurs armes magiques brillant dans la pénombre. Ils regardent en arrière une dernière fois avant de disparaître dans les broussailles. Cette épreuve pour les nouveaux est sa première étape vers l'université, et il sait exactement ce qu'il a à faire. Les pensées de Tatsuma se concentrent sur le fossé entre lui et les nobles. Ils ont de l'équipement renforcé par la magie, tandis qu'il n'a rien d'autre que son propre talent. Un écran de statue pour le accent aigu P accent aigu E rouillé apparaît. Elle a une puissance d'attaque de seulement 1% de chance de se briser à l'impact. Pour n'importe qui d'autre, c'est une condamnation à mort. Pour lui, ce n'est qu'un outil. Sawayuki observe depuis la touche Emori Tatsuma se préparer à entrer dans l'épreuve, se demandant d'où vient cette confiance mal placée. Elle le voit comme un roturier solitaire fonçant tête baissée dans le danger avec rien d'autre qu'un bout de ferraille rouillé. Emori marche vers le portail tourbillonnant violet de la forêt des murmures, la main posée nonchalamment sur la garde de sa lame. Pour les spectateurs, c'est un mec dont la classe est considérée à la fois comme la plus difficile à maîtriser et la plus inutile. Sawayuki reste sceptique, les bras croisés, en réfléchissant à la dure réalité de leur monde. Dans une société régie par la magie, elle pense que les types physiques n'ont aucune chance de survie, et encore moins de réussite. Elle jette un regard en arrière vers la foule, ses yeux froids et analytiques. Pour elle, Emori n'est qu'un autre loser coincé au fond du trou, rêvant désespérément de changer de vie. Emori est parfaitement conscient des regards condescendants qui le suivent. Il sait que son baran est tout ce qu'il voit quand il le regarde, mais il ne laisse pas cela ébranler sa détermination. Une vague d'énergie violette tourbillonne autour de lui alors qu'il pénètre dans la forêt. Il se jure d'hériter de l'âme du roturier, de devenir le plus fort, et de restaurer l'honneur perdu des classes basées sur l'épée. Au cœur des bois, l'épreuve bat déjà son plein. Les armes magiques, des armes améliorées avec des circuits complexes alimentés par le mana, sont la norme pour ceux qui peuvent se les payer. Ces artefacts sont de loin supérieurs aux simples épées en fer ou aux boucliers en bois utilisés par les roturiers. Ce sont les outils de l'élite, conçus pour submerger les monstres avec une puissance magique brute. La véritable force de ces armes réside dans le champ magique dont elles sont imprégnées. Elles permettent à l'utilisateur de se passer de la moindre maîtrise physique. D'un simple mouvement, ces armes peuvent déclencher des sorts d'une puissance destructrice terrifiante. C'est un raccourci vers la puissance qui s'achète simplement avec du fric, ne nécessitant aucune vraie technique. Ven, un étudiant baraqué aux cheveux violets, balance son énorme marteau dans un rugissement. Des éclairs bleus crépitent le long de la tête de l'arme, illuminant la sombre forêt. Il désintègre un groupe de loups de niveau 2 en un instant, la décharge électrique les grillant sur place. Il se marre, les qualifiant de simples mobs de merde. Ven se la pète sur son matos pété, auprès de ses coéquipiers, savourant clairement sa prétendue supériorité. Il brandit son marteau bien haut, l'arme fumant encore de la décharge. L'étudiant en robe avec des lunettes regarde la scène, reconnaissant la force de Ven. Il note que les armes chères et de haut rang font vraiment toute la différence dans un donjon pour débutants. Ven explique que son vieux a fait faire son arme de rambé sur mesure par un forgeron de niveau national. Il prétend pouvoir one-shot des monstres de niveau 3 les doigts dans le nez. Le coéquipier blond, armé de 2 dagues, déclare avec assurance qu'ils sont le groupe le plus fort de l'épreuve. Ils sont convaincus que leur équipement de haut rang leur garantit les premières places du classement.
L'étudiant blond s'arrête net, les yeux écarquillés de surprise alors qu'il repère quelque chose droit devant. L'ambiance confiante du groupe cède soudainement la place à l'incompréhension. L'étudiant en robe écarte des buissons pour voir ce qui bloque. Il reste sans voix devant le spectacle qui s'offre à lui. Il se prend la tête entre les mains, n'en croyant pas ses yeux, se demandant comment un truc pareil est même possible. L'ampleur du carnage dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Ils tombent sur un tas monstrueux de loups morts, leurs corps empilés n'importe comment dans une clairière. Même si la forêt est réputée pour grouiller de monstres, en voir autant massacrés en si peu de temps est ahurissant. L'étudiant en robe s'exclame que ce niveau de massacre est complètement dingue. Il scrute la clairière, cherchant le « groupe surpuissant » qui a dû faire ça. Le coéquipier blond se protège les yeux du soleil, scrutant les environs. Il est frustré qu'il n'ait vu personne de puissant en chemin. L'étudiant en robe ajuste ses lunettes, soupçonnant qu'un « outsider » participe à l'épreuve. Il décide d'utiliser la détection magique pour identifier la classe de l'attaquant. Ses yeux brillent d'une lueur bleue alors qu'il analyse la zone, pour ne trouver absolument aucune trace de magie. Il est perplexe à l'idée qu'une classe purement physique puisse s'enfoncer aussi loin dans la forêt et causer autant de dégâts. Emori Tatsuma sort de l'ombre, disant au groupe de reculer de son butin. Il se tient seul, sa présence est calme mais imposante. Ben éclate de rire en le voyant. Il se fout de la gueule de l'idée qu'un roturier avec une épée en toque ait pu tuer des centaines de loups. Il hurle sur Emori, insistant sur le fait que des attaques purement physiques ne devraient même pas pouvoir percer les défenses des loups. Sa vision du monde élitiste refuse d'accepter cette possibilité. Emori soutient son regard avec un calme stoïque. Il ne prend pas la peine de débattre avec la logique du noble, sachant que les résultats parlent d'eux-mêmes. Le coéquipier blond est d'accord avec Ven, affirmant que les cadavres ont évidemment été anéantis par un puissant utilisateur de magie. Il accuse Emori de n'avoir fait que passer par là pour s'en attribuer le mérite. L'étudiant en robe examine une blessure sur l'un des loups, détectant une faible trace de l'élément vent. Il l'identifie comme un sort magique de 4e palier, trancheur de vent. Il prend Emori de haut, lui demandant s'il prétend vraiment avoir lancé un sort de trancheur de vent de haut niveau avec ce tas de rouilles d'épée. Pour lui, l'idée est grotesque. Emori le corrige calmement, déclarant que ce n'était pas vraiment un trancheur de vent. Il ne regarde pas l'étudiant en robe pendant qu'il parle, son attention est ailleurs. Il explique qu'il a simplement balancé son épée assez vite pour que la pression de l'air qui en résulte tranche les monstres comme un effet secondaire. C'est un exploit de pure vitesse physique. Ven et son groupe réagissent avec un mépris total, demandant si Emori les prend pour des cons. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'un coup d'épée puisse créer un effet aussi puissant sans magie. Ven hurle qu'aucun épéiste roturier ne pourrait jamais réaliser un tel exploit. Son visage est déformé par la rage face à ce qu'il perçoit comme un mensonge éhonté de la part de quelqu'un qui lui est inférieur. Emori esquisse un petit sourire entendu. Ils réalisent que leur bon sens limité est ce qui les empêche de comprendre la véritable profondeur de ses capacités. Soudain, un autre loup de niveau 2 bondit hors des ombres, prenant Ven pour cible. L'étudiant noble est trop occupé à se moquer d'Emori pour remarquer le danger qui fond sur lui. Le coéquipier en robe hurle un avertissement pour que Ven fasse gaffe, le visage pâle de peur. Le loup est en plein saut, ses griffes tendant vers le dos sans défense de Ven. Ven commence à se retourner, les yeux écarquillés alors qu'il réalise la menace. Les mâchoires de la bête ne sont qu'à quelques centimètres de son cou. Dans un éclair de lumière, le loup est tranché net en deux. Ça se passe si vite que Ven a à peine le temps de capter l'attaque, et encore moins la mise à mort. Les deux moitiés du loup s'écrasent au sol dans une gerbe de sang violet. Ven reste tétanisé, son marteau serré fermement entre ses mains alors qu'il fixe le cadavre. Ven jette un œil vers Emori, qui se tient parfaitement immobile, son épée déjà rengainée. Il réalise qu'il n'a même pas vu Emori bouger. C'était comme si une lame était apparue de nulle part. Ven a des sueurs froides, le visage crispé alors qu'il essaie de rationaliser comment Emori a tué le monstre. Il insiste désespérément auprès de ses coéquipiers que c'était juste un coup de bol et que le loup a dû s'empaler sur la lame par accident. Emori reste silencieux alors que ses pensées dérivent vers les paroles de son père sur l'histoire de leur monde. Il se rappelle de la déferlante, un événement après lequel les monstres ont commencé à développer une résistance incroyablement élevée aux dégâts physiques. Une vision du passé montre un énorme démon à la peau rouge, totalement insensible aux attaques physiques d'un guerrier. Peu importe la force avec laquelle un combattant de mêlée frappait, le système enregistrait simplement ces dégâts comme nuls, les rendant obsolètes. Cette disparité a conduit à une société où les lanceurs de sorts et les soigneurs se foutaient ouvertement de la gueule des classes physiques, les jugeant inutiles. Les épéistes et les guerriers ont été relégués au bas de la hiérarchie sociale, considérés comme des déchets absolus
par ceux qui possédaient un pouvoir magique. Emory se tient droit au milieu d'une aura tourbillonnante d'énergie bleue et noire. Il connaît la perception que le monde a de sa classe, mais il sait aussi que son propre pouvoir ne suit pas les règles établies. Un écran de statut s'allume, détaillant sa force secrète. Le talent, synchro de accent aigu pas accent aigu. La description révèle que son cœur ne fait qu'un avec son épée, permettant à ses attaques de contourner toutes les défenses connues. Cette capacité passive est le contre ultime à l'ère de la magie, car elle annule tous les buffs et résistances de l'ennemi. Emory est représenté comme une silhouette de lumière, une force de la nature qui inflige des dégâts selon la pure loi physique. Emory déclenche une frappe puissante, son corps n'étant plus qu'un flou de mouvements sur un fond explosif. Il sait qu'avec ce talent, même un monstre de classe roi, avec une défense de malade est vulnérable. S'il a une barre de PV, il peut le descendre. De retour au présent, Emory se retourne pour quitter la clairière, l'expression indifférente. Derrière lui, Ven et son groupe ne sont plus seulement choqués. Leurs expressions sont devenues hostiles alors qu'il se prépare à l'arrêter. Ven lui crie de s'arrêter là, sa main se resserrant autour du manche de son marteau. Il n'a pas l'intention de laisser un roturier se barrer après avoir fait preuve d'un talent aussi inattendu. Ven ricane, accusant Emory d'accaparer tous les points de la zone. Il affirme que même si Emory a vraiment tué les loups, il vole littéralement les étudiants nobles qui étaient censés gagner ces points. Emory regarde par-dessus son épaule, les yeux légèrement plissés. Il est sincèrement perplexe à l'idée que sa propre survie et ses performances soient en quelque sorte une insulte pour les nobles. Ven pointe un doigt accusateur, expliquant que le nombre de monstres de bas niveau dans la forêt est limité. Il soutient qu'en tuant autant, Emory réduit le nombre de points que tout le monde peut gagner. Les autres nobles se joignent au harcèlement, encerclant Emory et se moquant de ses perspectives d'avenir. Ils affirment qu'il est de toute façon assuré de finir bon dernier de l'épreuve, donc les points qu'il gagne sont gâchés. Emory les regarde avec un regard calme, presque pitoyable. Il leur dit de vérifier d'abord le classement réel, laissant entendre qu'ils pourraient trouver le tableau actuel plutôt surprenant. Ven se marre à cette suggestion, son arrogance totalement restaurée. Il prétend que même si Emory survit jusqu'à la fin, l'Académie l'accusera simplement d'avoir triché et remettra son score à 0. Le visage de Ven remplit la case alors qu'il hurle ses exigences, insistant sur le fait que les roturiers doivent toujours perdre face aux nobles. Il ordonne à Emory de lui céder tous ses points et de se retirer immédiatement de l'épreuve. Le coéquipier blond s'approche, pressant une dague effilée contre le cou d'Emory. En arrière-plan, l'étudiant en robe commence à manifester un orbe lumineux d'énergie magique. L'étudiant en robe se moque de la tentative d'Emory de combattre la magie avec un corps physique. Il révèle qu'il a déjà lancé une chaîne de mana, une menotte bleue lumineuse se resserrant autour du poignet d'Emory pour entraver ses mouvements. Les trois nobles se tiennent en formation triangulaire autour d'Emory, leurs silhouettes se découpant sur la lumière bleue rayonnante de la forêt. Ils sont convaincus que leur équipement supérieur et leur magie ont complètement neutralisé l'épéiste solitaire. Malgré la lame sous sa gorge et la magie qui entrave son bras, Emory regarde Ven avec un sourire confiant. Il prend acte de leur exigence, mais déclare simplement qu'il refuse de se plier à leurs règles. L'étudiant blond est sidéré par cette réponse, les yeux écarquillés par le choc. Il ne pige pas pourquoi un roturier oserait les prendre de haut dans une situation aussi désespérée. Ven lève son énorme marteau de foudre, l'électricité crépitant à sa surface alors qu'il menace Emory. Il ricane qu'il est difficile de se retenir avec une arme aussi puissante, suggérant que toute mort accidentelle serait juste classée comme un incident de l'épreuve. Un hurlement assourdissant déchire la forêt, faisant trembler l'air lui-même et clouant tout le monde sur place. Le noble en armure avec le marteau se fige, des sueurs froides dégoulinant sur son visage alors qu'il réalise qu'un truc énorme approche. La pression brute dégagée par ce rugissement ne ressemble à aucun loup normal qu'ils ont croisé jusqu'ici. Lance garde sa dague pressée contre la gorge de Tatsuma, mais ses yeux fusent dans tous les sens de façon frénétique, cherchant la source du bruit. Une alerte système clignote dans les airs en texte rouge irrégulier, prévenant tout le monde du danger. Un monstre d'élite inconnu est apparu au cœur de la forêt, et les règles de l'épreuve viennent de changer. C'est maintenant une chasse au boss avec une énorme récompense à la clé, mais la mort signifie une disqualification définitive. Tatsuma plisse les yeux, son regard se verrouillant sur les ombres mouvantes entre les arbres. Il ne panique pas comme les autres, il attend juste calmement que la cible montre enfin sa tronche. Dans un fracas énorme, la bête s'écrase au centre de la clairière, projetant de la terre et de l'énergie bleue partout. Le noble en armure ne peut que regarder, abasourdi, la créature faire son entrée violente en plein milieu de leur groupe. Tatsuma fait remarquer avec désinvolture que tout leur hurlement et leur posture ont probablement servi de cloche pour le dîner de la bête. La silhouette d'un loup gigantesque se dresse derrière eux,
sa présence irradiant d'une aura dangereuse et prédatrice. La créature se révèle être un seigneur loup de niveau 5, un prédateur d'élite imposant avec des yeux rouges flamboyants et des rangées de crocs acérés comme des rasoirs. Il lâche un autre rugissement à glacer le sang, affirmant sa domination sur les étudiants terrifiés. La peur du noble se transforme brièvement en avidité quand il voit l'étiquette « Élite » planer au-dessus du monstre. Il serre les dents, réalisant que tuer une bête de ce rang les rendrait plus riches qu'ils ne l'ont jamais rêvé. Ven commence immédiatement à aboyer des ordres, essayant de rallier ses coéquipiers terrifiés dans une sorte de formation. Il dit à Lance de charger en premier et de le ralentir pour que lui et ORT puissent concentrer leur magie sur lui à une distance de sécurité. Lance passe à l'action, ses dagues brillant d'un givre glacial alors qu'il active sa compétence lame de glace. Il espère prendre le monstre par surprise et le clouer sur place, préparant le terrain pour le reste de son équipe. Le seigneur loup est beaucoup trop rapide, balayant Lance dans les airs comme une vulgaire mouche d'un seul coup de patte lourd. Le noble est envoyé s'écraser au loin, sa magie échouant complètement à stopper l'avancée de la bête. Une explosion massive d'énergie bleue et d'éclairs jaillit de l'impact, repoussant le reste du groupe en arrière. Ven et ORT se retrouvent complètement à découvert, leur formation brisée avant même que le combat n'ait vraiment commencé. ORT fixe son camarade tombé, réalisant que ce n'est pas du tout un monstre du niveau de l'épreuve. Il se met à trembler, convaincu que rester ici signifie une mort certaine pour tout le monde dans le groupe. Tatsuma aboie sur le mage paniqué, lui disant d'arrêter de planter là comme un piquet et de relâcher les chaînes de mana immédiatement. Il en a marre de jouer le rôle d'un prisonnier impuissant pendant que ses soi-disant nobles pètent les plombs. Ven essaie de sauver les meubles, mais les chaînes ne bougent pas voyant le seigneur loup se rapprocher, il prend la décision glaciale d'utiliser Tatsuma comme appât pendant qu'ils se font la malle. Ven n'hésite pas, se barrant en courant et laissant tout le monde se démerder. Il hurle que plus il a de l'heure à laisser derrière lui, meilleures sont ses propres chances de survie. Alors que le monstre se prépare à frapper, Tatsuma reste parfaitement immobile, concentré sur lui-même. Une lueur bleue pulse autour de ses poignets alors qu'il exerce sa puissance physique brute contre les liens magiques. Dans un craquement sec, les chaînes de mana se brisent en éclats de lumière luisants. Les autres nobles décampent en arrière-plan, laissant Tatsuma seul face à la bête imposante avec son épée rouillée. Tatsuma serre sa lame ébréchée, un petit sourire confiant aux lèvres alors qu'il fixe le seigneur loup. Il accueille le défi à bras ouverts, voyant ce monstre comme le premier test parfait sur son chemin pour devenir le plus fort du monde. Emori Tatsuma campe sur ses appuis, serrant sa lame alors qu'il jauge les monstres dans la clairière. Il a fini de tâter le terrain et décide qu'il est temps d'en finir avec le combat. Il se jette en avant comme un boulet de canon, son mouvement si rapide qu'il fissure le sol même sous ses pieds. Tatsuma bondit dans les airs, sautant par-dessus la tête du seigneur loup pour trouver un angle mort. Il veut jauger la quantité de dégâts que la bête peut encaisser. Son épée s'est abattue droit sur le cou du monstre dans un bruit sourd, mais elle a été bloquée par ses deux bras. Le seigneur loup balance une griffe massive en représailles, forçant Tatsuma à tordre son corps en plein vol pour esquiver le coup mortel. Il dérape sur le sol, se stabilisant alors qu'il réalise que la peau du monstre est bien plus dure que n'importe quel acier ordinaire. Pas une seule égratignure laissée sur la bête. Le seigneur loup rejette la tête en arrière, lâchant un rugissement qui fait trembler les arbres alentour. Ses yeux brûlent d'une lueur rouge prédatrice, se verrouillant sur Tatsuma avec une agressivité nouvelle. Sans prévenir, la vitesse de la bête explose, et elle charge le jeune épéiste comme une flèche grise. Tatsuma arrive à peine à se préparer à l'impact, son épée parant un coup si lourd qu'il pulvérise le sol de pierre sous ses pieds. Il sent la puissance brute vibrer dans ses bras. Il serre les dents, ses bras tremblants sous la force brute d'une attaque basique d'un monstre de niveau 5. Même une attaque normale à ce niveau le pousse dans ses derniers retranchements. Il regarde sa lame et remarque de nouveaux éclats et fissures se former sur le tranchant. L'épée usée a officiellement atteint son point de rupture. Depuis les ombres toutes proches, Ven observe la lutte, les yeux écarquillés par le choc. Il n'arrive pas à comprendre comment un simple roturier comme Tatsuma parvient à contenir les attaques du seigneur loup. Pour lui, ça ne devrait même pas être possible. La bête domine Tatsuma, son aura sombre devenant si épaisse qu'elle en est presque suffocante. Elle se prépare pour une frappe finale. Voyant Tatsuma refuser de reculer, l'étudiant noble se dit que le gars est suicidaire. Aucune personne saine d'esprit ne resterait à cette distance en étant à ce point dominée. Alors que la pression atteint son paroxysme, la concentration de Tatsuma devient tranchante comme un rasoir. Il laisse ses instincts de combat prendre le dessus, dépassant la limite de la pensée consciente. Il passe dans une garde parfaite, bloquant une rafale de coups avec le genre de précision qui ne vient qu'avec des années d'entraînement spécialisé. Il a trouvé l'état d'esprit dont il a besoin. Il resserre sa prise sur la poignée,
son esprit devenant complètement vide. C'est un jeu dangereux, danser sur le fil du rasoir pour survivre. Un tourbillon d'énergie commence à se concentrer autour de lui alors qu'il prépare son coup final. Il est déterminé à arracher une victoire des mâchoires même de la mort. Il ferme les yeux l'espace d'un battement de cœur, centrant chaque once de sa volonté. Pour lui, le summum de l'art de l'épée, c'est la survie à tout prix. Il soutient le regard du monstre, une lueur de défi dans les yeux. Il ne va pas y rester, il reviendra en vie, quoi qu'il en coûte. Une notification système apparaît, annonçant que la synchro d'épée a été activée. Son esprit et sa lame sont maintenant en résonance, multipliant sa puissance par 100. Tatsuma déclenche une entaille horizontale, son épée traçant un arc de cercle lumineux dans les airs. Il lâche un rugissement alors qu'il met tout ce qu'il a dans le cou. Le seigneur loup a l'air stupéfait, les yeux écarquillés alors qu'il réalise qu'il ne peut pas bouger assez vite pour esquiver la frappe qui arrive. La lame tranche la peau épaisse de la bête comme si de rien n'était, tranchant son bras massif d'un seul mouvement net. Du sang violet gicle dans les airs. Tatsuma tient bon pendant que le bras tranché vole devant lui. L'étudiant noble est paralysé, incapable de croire qu'un roturier puisse cacher une telle puissance. Tatsuma essuie une trace sur sa joue, son regard froid et inébranlable. Perdre n'a jamais été une option qu'il était prêt à envisager. Le seigneur loup hurle à l'agonie pure, son corps commençant à briller d'une énergie sombre et instable. Il est passé en mode berserk. Poussé par l'instinct et la douleur, le monstre se jette sur lui avec son bras restant, ses mouvements devenant plus rapides et plus erratiques. Tatsuma se faufile à travers une série de frappes rapides, ses mouvements devenant un flou de noir et de rouge alors qu'il attend une autre ouverture. Il trouve une faille dans la défense du monstre et lui assène un coup punitif directement dans le torse, envoyant une onde de choc à travers la créature. Il recule juste assez pour reprendre son souffle, notant que même les coups de poing du monstre frappent avec beaucoup plus de force dans cet état. Il se propulse de nouveau en avant, sachant qu'il n'a besoin que d'un seul autre coup solide pour finir le boulot pour de bon. Tatsuma s'élance avec tout ce qui lui reste, entouré d'une lumière bleue aveuglante qui illumine la forêt. L'impact est monumental, envoyant le seigneur loup valser en arrière dans la poussière et creusant une tranchée dans le sol. L'étudiant noble observe depuis les buissons, complètement sans voix. Tatsuma se tient au centre de la clairière, sa silhouette se dessinant à travers la poussière. Pas loin, l'étudiant noble est tellement secoué que ses jambes refusent de lui obéir alors qu'il tente de fuir. Tatsuma tourne la tête, ses yeux froids croisant ceux du noble avec un regard d'une indifférence totale. Le noble est pétrifié sur place. Il dit au noble de dégager de son chemin, sa voix résonnant de façon aussi tranchante et froide que la glace. L'étudiant noble sans nom rampe à reculons sur le sol, la sueur coulant sur son visage alors qu'il fixe le roturier qu'il prenait de haut avant. Il n'arrive pas à croire que ce soit la même personne. Il sent une aura terrifiante irradier de Tatsuma, quelque chose de si intense que ça ne semble même pas humain. Pour lui, le garçon ressemble à un démon dans une peau humaine. Tatsuma passe devant lui sans un regard en arrière, son épée brisée traînant sur le sol près de la bête tombée. Il laisse le noble tremblant derrière lui dans la poussière. Emori Tatsuma tombe du ciel comme un éclair, son épée levée bien haut pour une frappe plongeante finale. La lame s'enfonce profondément dans le dos du seigneur loup, envoyant une gerbe de sang dans les airs alors que le monstre hurle à l'agonie. Tatsuma cloue la bête au sol de la forêt, son propre corps tremblant sous l'effort absolu du combat. Il serre les dents, la sueur dégoulinant de son menton alors que sa vision commence à se brouiller. Il a poussé ses limites physiques bien au-delà de la zone de danger. L'aura bleue de la synchro d'épée vacille et s'éteint, laissant Tatsuma physiquement vidé et vulnérable. Il est à bout. Soudain, l'air crépite d'électricité alors qu'une silhouette émerge des ombres. C'est l'étudiant noble sans nom, et il n'est pas là pour aider. L'étudiant noble le domine avec un sourire narquois, reconnaissant le talent de Tatsuma avant de déclarer que son voyage s'arrête ici. L'électricité traverse l'énorme marteau du noble, illuminant la sombre forêt alors qu'il se prépare à frapper Tatsuma, qui est sans défense. Malgré son épuisement, les yeux cramoisis de Tatsuma lancent un regard froid et perçant. Il demande au noble s'il est vraiment assez courageux pour porter un coup bas sans craindre une riposte. Les mots sont coupés courts alors que Tatsuma se plie en deux, crachant du sang à cause de la tension interne de sa propre capacité. L'étudiant noble rigole, admettant qu'il est terrifié à l'idée de mourir. Ce qui est exactement pourquoi il a attendu que Tatsuma soit au plus bas. Il se vante qu'une fois qu'il aura tué Tatsuma, les examinateurs supposeront simplement que c'est le seigneur loup qui l'a achevé. Il sera le seul témoin, le héros, arrivé juste à temps pour tuer la bête et rafler toute la gloire. Il lève son marteau bien haut. Tatsuma reste affalé sur le sol, la tête baissée alors que le marteau du noble commence à descendre dans un éclair. Mais alors que l'ombre du marteau s'abat, la résolution de Tatsuma ne flanche pas.
Il refuse de laisser un lâche être celui qui le mettra hors course. Dans un mouvement soudain, il lève son épée, rencontrant la tête électrifiée du marteau de front dans une violente pluie d'étincelles. Le noble grogne, lui disant d'arrêter de se débattre, ce qui est clairement inutile vu son état. Il met tout son poids derrière le marteau, essayant d'écraser Tatsuma dans la terre avec une force électrique brute. Des étincelles volent partout. Une lueur d'énergie violette jaillit, mais elle ne vient pas de l'épée de Tatsuma cette fois. C'est tout autre chose. Un énorme loup-garou prédateur véritable se dresse derrière l'étudiant noble, sa présence si écrasante qu'elle stoppe net le combat. Tatsuma ne peut que regarder, stupéfait. Les yeux rouges luisants et les crocs dénudés du monstre irradient une intention meurtrière glaçante qui semble geler l'air de la clairière. Avant que l'un d'eux ne puisse réagir, le sol lui-même semble trembler alors qu'une nouvelle calamité s'abat sur la forêt. Ce monstre est d'un tout autre niveau. Le seigneur loup blessé n'a pas non plus dit son dernier mot, sa fourrure commençant à briller d'une violente énergie violette. Il dépasse ses propres limites. Une fenêtre système avertit que le monstre est entré dans la rage sanguinaire. Un état final qui brise les limites et se déclenche lorsqu'une élite est proche de la mort. Tatsuma réalise que la bête faisait la morte, les incitant tous les deux à baisser leur garde pour une ultime embuscade. C'est un coup bas, mais ça a marché. Il ne perd pas une seconde, forçant ses muscles épuisés à bouger, alors que le seigneur loup bondit en avant avec une férocité renouvelée. C'est l'heure de la riposte. Il sait que dans cet état, la défense du monstre a chuté en flèche. S'il peut frapper pendant son ouverture, cette crise devient sa meilleure chance. Tatsuma plante son épée dans la terre, se centrant alors qu'il se prépare pour un ultime pari désespéré. « Que la terre soit mon fourreau », murmure-t-il. Le seigneur loup rugit, un mur de son pur et de soif de sang qui paralyserait n'importe quel guerrier normal de peur. Tatsuma déverse chaque dernière goutte de sa force et de sa conviction dans sa lame, le métal commençant à bourdonner d'une puissance intense. Sa volonté devient sa lame. Il active la synchro d'épée une dernière fois, son esprit résonnant avec l'acier dans un éclat de lumière bleue aveuglante alors que le monstre bondit. Il frappe vers le haut avec tout ce qu'il a, la force du coup créant une onde de choc massive qui déchire le sol de la forêt. La charge du monstre est stoppée net. L'onde d'énergie tranche le cou du seigneur loup, décapitant la bête dans un seul et silencieux arc de destruction. Il a réussi. Alors que le corps du monstre s'effondre, un message système confirme l'élimination et accorde à Tatsuma la somme faramineuse de 10 000 points. Il tient à peine debout. Quelques minutes plus tard, Makuzawa Yuki déboule dans la clairière, son arc bandé alors qu'elle répond au rapport de victime dans la forêt. Elle trouve Tatsuma assis dans l'herbe, le visage pâle et fatigué, mais un léger sourire narquois et provocateur persiste sur ses lèvres. Cette fois, il a survécu. Yuki fixe le carnage, 2 loups-garous de haut niveau abattus et un étudiant noble inconscient et en disgrâce sur le sol. Elle n'arrive pas à croire à son timing. Elle scrute la clairière silencieuse, se demandant comment un « Rendez » a bien pu survivre à ça, et encore moins gagner. Le silence est lourd. De retour sur la place, le classement officiel défile sur les écrans géants, et le nom de Tatsuma trône tout en haut avec le score record de 10 300 points. La foule d'étudiants tombe dans un silence de mort l'espace d'un instant avant d'exploser dans un mélange chaotique d'incrédulité et de colère face au résultat. Emory? Quella Emory. Matsuoka Tsuyoshi et les autres gueulent sous le choc, incapables de croire que le score d'un roturier soit 25 fois plus élevé que celui d'un rang S, c'est impossible que ce soit vrai. Planqué juste à côté, Kambara et sa bande d'élite nobles sont hors d'eux, hurlant que le système a du bugger et exigeant une double vérification immédiate. Un roturier ne peut pas être premier. La foule d'étudiants sur la place est dans une hystérie totale, braillant des accusations de triche et exigeant que le score du roturier soit purement et simplement annulé. L'examinateur en chef, un responsable au visage sévère, costard noir et lunettes rondes, tient un orbe de communication bleu qui lui écoute attentivement un message prioritaire. Il s'éclaircit la gorge d'une toux sèche, demandant le silence alors qu'il s'apprête à faire une annonce capitale sur le statut de l'examen. Une projection derrière lui affiche la vision d'horreur laissée par la bataille dans la forêt, où des équipes médicales s'occupent de plusieurs étudiants à terre et des cadavres des monstres loups. Kambara et les autres nobles réagissent avec un choc visible lorsque l'officiel révèle que 2 étudiants nobles ont été tués dans le bordel et qu'un autre est blessé. L'examinateur en chef désigne Emori Tatsuma comme étant celui qui s'est farci le seigneur loup muté de niveau 5, empochant ce total de points massifs qui a foutu le feu aux poudres. L'incrédulité continue de faire des vagues dans la foule, des étudiants hurlant qu'un misérable rendait à juste du voler le coup de grâce sur une bête à moitié crevée. Des voix enragées se demandent si les points sont même valables vu que des vies nobles ont été perdues, pendant que Tatsuma est assis seul dans l'herbe un peu plus loin, la tête baissée. Makuzawa Yuki s'approche de Tatsuma dans le calme de la forêt,
croisant les bras alors qu'elle exige de savoir ce qui s'est réellement passé pendant la baston. Tatsuma esquive le sujet avec un regard froid et distant, affirmant qu'il a juste eu un coup de bol et qu'il a balancé son épée au bon moment. Yuki ne gobe pas une seconde cette excuse, balançant qu'elle a inspecté la zone elle-même et qu'elle a vu des traces d'épée complètement dépourvues du moindre résidu magique. Elle déclare cash que le seigneur Loup a dû être descendu par lui seul, en n'utilisant rien d'autre que des techniques physiques pures et ultra affûtées. Elle avance la théorie que les étudiants nobles morts ont sûrement essayé de lui piquer son kill ou de le saboter, mais que la bête enragée les a ciblés en premier. Tatsuma lève une main bandée, balayant d'un revers son analyse détaillée en la qualifiant de simple théorie perso. Yuki le surplombe, gonflé par son silence, et lui demande s'il ne compte vraiment rien faire pour se défendre contre ces putains d'accusations. Tatsuma fait remarquer que ça sert à rien de débattre, vu que la meute s'est déjà fait sa propre version de l'histoire, peu importe la logique ou la vérité. Il fixe sa lame brisée et rouillée, repensant au fait qu'une arme balancée à la décharge peut toujours prouver sa valeur par son tranchant. Ses yeux cramoisis se plissent alors qu'il se dit intérieurement qu'au final, la vraie force parle toujours d'elle-même sans avoir besoin de blabla. De retour sur la scène de la place, un autre officiel suggère qu'annuler le score du roturier est le moyen le plus rationnel pour calmer les familles nobles enragées. L'examinateur en chef annonce le verdict final aux étudiants. Ils ont décidé à l'unanimité d'annuler complètement le score d'Emori Tatsuma. Kambara et ses larbins applaudissent et ricanent, savourant la chute du minable roturier qui a osé croire qu'il avait sa place au sommet. Le classement numérique clignote alors que le nom de Tatsuma est rayé de la liste, laissant un trou béant au sommet du tableau. Le tableau se met à jour avec le nouveau classement, plaçant Makuzawa Yuki à la première place avec son score de 419. L'examinateur en chef passe à la liste des candidats reçus, mais il marque une pause en arrivant tout en bas du document. Un regard paumé traverse son visage alors qu'il fixe l'écran, repérant un nom qui n'a rien à foutre la compte tenu de la récente décision. Il capte qu'Emori Tatsuma est toujours du bon côté de la ligne d'admission, même si son score a été remis à 0. Le tableau numérique affiche Tatsuma au 100e rang avec très exactement 0 points. Le strict minimum exigé pour gratter sa place à l'université. Les étudiants partent à nouveau en vrille, se tenant la tête à deux mains et gueulant qu'il y a forcément un autre bug dans le système. L'examinateur en chef s'éponge le front, incapable de piger pourquoi autant d'autres candidats se sont retrouvés avec des scores négatifs cette année. Derrière lui, l'écran clignote alors qu'il traite une vague monstrueuse de retrait de points pour plusieurs participants. Un texte superposé cite le règlement. Toute attaque sur des alliés ou toute interférence dans le combat des autres entraîne de lourdes pénalités de points. Une longue liste d'étudiants nobles défile ensuite, affichant des scores allant de -10, -25 à -50 pour leur coup de pute pendant l'examen. Tatsuma regarde depuis la lisière de la forêt les étudiants nobles s'embrouiller, réalisant qu'ils se sont auto-sabotés et ont fait exploser leur propre score. Il capte que, grâce à leur propre crasse, la barre d'admission a chuté jusqu'à 0, lui permettant de passer in extremis. Seul dans la lumière, Tatsuma note avec un petit rictus que la chance était avec lui aujourd'hui, d'une façon bien tordue. Kambara vient le confronter, pointant un doigt furax et le prévenant que l'université sera un putain d'enfer pour un roturier de son espèce. Il se fout de la gueule de Tatsuma pour son manque de soutien, prédisant qu'il ne tiendra même pas quelques mois au milieu des étudiants de l'élite. Tatsuma lui jette un regard en coin assassin, son rictus s'élargissant alors qu'il lâche qu'il a carrément hâte de relever le défi. Alors qu'il s'éloigne vers le soleil couchant, Tatsuma se dit intérieurement qu'il crève d'envie de voir si cet enfer sera vraiment à la hauteur. Plan large sur la grande porte de la Dragon University. La place grouille de monde, un mix de nouveaux élèves et de gardes en armure. Emori Tatsuma se tient dans la foule, regardant l'entrée. Il capte que même les insignes de l'école sont scindés en deux catégories bien distinctes. Un groupe d'étudiants roturiers est bloqué près de la porte principale. L'ambiance est ultra tendue pendant que les nobles les dévisagent de haut. Deux étudiants nobles barrent la route, plantés devant une petite ouverture rectangulaire dans le mur de briques. Ils demandent comment un roturier pourrait seulement avoir l'idée de passer par la grande porte. L'un des nobles, Kambara, pointe du doigt le petit trou. Il annonce aux nouveaux que cette entrée minable est la seule à laquelle ils ont droit. Un étudiant roturier se recroqueville alors que les nobles le dominent. Il le mate avec des rictus cruels pendant qu'il hésite à bouger. Kambara lui ordonne de se foutre à poil et de ramper à quatre pattes. Il prétend qu'entrer dans l'école avec des fringues de roturier aussi dégueulasses est une infraction pure et simple au règlement. Il attrape le garçon terrifié par le col et le tire violemment en avant. Il lui crache qu'ils devraient déjà être reconnaissants qu'ils aient pris la peine de leur organiser une cérémonie. D'un coup, une main surgit et chope l'avant-bras de Kambara. Tatsuma lui ordonne d'arrêter ses conneries, la voix posée mais inflexible.
Kambara est sur le cul par cette intervention. Il lance un regard noir par-dessus son épaule, choqué que quiconque ait l'audace de le toucher. Gros plan sur le visage de Tatsuma, révélant ses yeux cramoisis tranchants et un air de profond ennui. Kambara le capte direct comme l'épéiste de Randé de l'épreuve. Tatsuma repousse la main de Kambara d'un geste méprisant. Il lâche qu'il se demandait quel abruti était en train de faire un scandale, et que ça ne l'étonne même pas que ce soit lui. Kambara ricane, retrouvant son arrogance. Il rappelle à Tatsuma comment il l'avait prévenu pendant l'examen d'entrée, et qu'il a quand même décidé de s'inscrire. Il pointe agressivement vers le petit trou dans le mur. Il insiste pour que Tatsuma se mette à genoux, se foute à poil et mette un collier s'il veut entrer. Kambara plante un doigt dans le torse de Tatsuma pour appuyer son propos. Il ajoute avec dédain que Tatsuma n'échappe pas à la procédure d'inscription officielle. Tatsuma lui adresse juste un léger sourire narquois. Il déclare que n'importe quel étudiant qui a gagné sa place à la seule force de ses bras a tout à fait le droit d'emprunter la porte principale. Il se recule, toisant le groupe de nobles avec un mépris total. Il les traite de bouffons en stuff hors de prix, mais vide à l'intérieur, ajoutant que la porte délabrée leur convient bien mieux. Le visage de Kambara vire au rouge pivoine alors qu'il hurle de rage. Il n'en revient pas qu'une merde de roturier ait le culot de répondre à un noble comme lui. Les autres nobles s'avancent, les poings serrés. Ils déclarent qu'ils ont le droit d'éduquer les roturiers par la force et de s'en tirer sans aucune conséquence. Tatsuma n'est absolument pas déstabilisé par la menace. Il soupire, notant comment ces nobles arrogants jouent déjà les caïds dès le premier jour. Il regarde Kambara droit dans les yeux, son expression se durcissant. Il leur crache qu'ils ne s'en prennent aux faibles que pour flatter leurs propres égos de verre. Il pointe un doigt, déclarant qu'une fois privés du soutien de leur famille, ils tombent plus bas que le Randé humain. Kambara lâche un faux rire, bien que son arcade sourcilière tressaute de rage. Il balance à Tatsuma qu'il a vraiment l'air de vouloir crever. Tatsuma leur fait juste signe d'arrêter de tergiverser et de tout l'attaquer en même temps. Il baisse les yeux un instant, son ton devenant froid et lourd. Il évoque toute la souffrance qu'ils ont infligée aux autres. Un gros plan sur l'œil de Tatsuma montre un changement brutal dans son aura. L'air autour de lui semble s'aiguiser alors qu'il se concentre. Il serre le poing, promettant de leur faire payer chaque once de cette souffrance au centuple. Kambara se jette en avant, son poing irradiant d'une aura magique d'un bleu éclatant. Il hurle qu'il va battre Tatsuma à mort juste ici. Tatsuma se penche en arrière sans le moindre effort, le coup de poing magique frôlant son visage. Il n'a même pas besoin de dégainer son épée pour gérer ça. Dans un mouvement fluide, Tatsuma riposte avec un direct foudroyant en plein visage de Kambara. Le sang gicle du nez du noble lorsque le coup fait mouche. La violence absolue du choc envoie Kambara tituber en arrière, son corps perdant toute sa tension. Une onde de choc massive déchire l'air, alors que Kambara est projeté au loin comme s'il avait été percuté par un semi-remorque. Il vole à travers la place, fonçant droit vers le mur de briques épais. Kambara s'encastre dans le mur dans un fracas monstrueux, créant un cratère béant dans la maçonnerie. Il s'effondre au sol, inconscient et enseveli sous les gravats. Tatsuma se tient là, l'air totalement imperturbable en baissant son poing. Le noble qui soutenait Kambara à l'air sur le point de tourner de l'œil tellement il est terrorisé. La foule d'étudiants est clouée sur place dans un silence absolu. Il fixe le cratère, puis le roturier qui vient de balancer un noble dans le décor. Des murmures commencent à parcourir la place. Il n'arrive pas à gober qu'un épéiste de Randé ait couché un noble en un seul coup de poing sans même sortir son épée. Tatsuma n'attend pas de réaction. Il se retourne simplement et commence à marcher vers l'entrée principale. Il ignore complètement le trou des roturiers et se dirige tout droit vers les énormes grilles en fer. Les étudiants roturiers dans la foule se mettent à applaudir, leurs expressions passant de la terreur à l'admiration totale. Très vite, toute la place résonne des acclamations pour Tatsuma. Il hurle des encouragements, bluffé par la puissance de son attaque fulgurante. Tatsuma pousse les lourdes portes de la Dragon University, inaugurant officiellement sa nouvelle vie en dictant ses propres putains de règles. Tatsuma s'éloigne des grilles, en pleine réflexion. Il n'avait pas l'intention de faire autant de vagues, mais il doit bien admettre que remettre ses nobles à leur place, ça fait un bien fou. Il arrive devant son dortoir et pousse la porte. À l'intérieur, un étudiant un peu rondouillard est déjà posé, tournant la tête quand son nouveau coloc débarque. Le grand gaillard se lève d'un bond avec un sourire franc, se présentant sous le nom de Matsuoka Tsuyoshi. Il dit à Tatsuma de l'appeler juste Buko. Tatsuma se présente à son tour, et les deux échangent une poignée de main ferme. Buko a l'air vraiment refait de rencontrer enfin son coloc. Buko attrape Tatsuma et lui fait une accolade virile,
le prévenant que cette fac est infestée de nobles coincés du cul. Il commence à s'enflammer sur un héros des roturiers, qui leur a tenu tête à la grande porte un peu plus tôt. Tatsuma esquisse un sourire crispé, captant direct que Buko parle de lui. Il commence à suer un peu, espérant que son coloc ne fera pas le lien tout de suite. Buko mime la baston, boxant dans le vide avec une excitation de gosse. Il affirme que le héros a séché ce noble de Kambara d'un seul coup à vous péter la nuque. Il rigole, disant qu'il aurait kiffé voir la tronche des autres nobles à ce moment-là. Tatsuma s'assoit juste sur son lit et lui répond qu'il en fait sûrement des caisses. Tatsuma détourne le regard, marmonnant que c'était vraiment juste une seule patate. Il se dit intérieurement que Kambara était juste beaucoup plus faiblard que ce qu'il pensait. Buko tape dans le dos de Tatsuma, déclarant que ce gars mystérieux est le héros ultime pour les roturiers. Il annonce qu'il va s'entraîner comme un acharné jusqu'à devenir exactement comme lui. Il se tient droit et contracte ses muscles, exhibant sa carrure de déménageur. Il est déterminé à protéger les gens des petits merdeux une fois qu'il aura son diplôme. Buko lâche qu'il est un paladin de rang B et demande à Tatsuma c'est quoi son rang. Tatsuma répond cash qu'il n'est qu'un épéiste de rang D. L'info laisse Buko sur le cul l'espace d'une seconde. Il hallucine que quelqu'un ait pu entrer avec un rang D, en déduisant que Tatsuma a dû bosser comme un malade pour passer le cut. Buko lui lève le pouce et lui dit de ne pas se prendre la tête. Il lui promet de veiller sur lui et lui dit de ne pas hésiter à lâcher son blaze si quelqu'un cherche la merde. Tatsuma sourit, trouvant l'énergie de son coloc un peu beaucoup à gérer. Il a toujours eu l'habitude de s'entraîner en solo et de fuir le travail d'équipe, alors avoir quelqu'un d'aussi solidaire, c'est complètement lunaire pour lui. Il décide de laisser Buko dans son délire pour l'instant. Son plan, c'est de grimper au sommet discrètement sans attirer le genre d'attention que la vérité provoquerait. Pendant ce temps, dans une aile médicale plongée dans la pénombre, un majordome sans nom se tient près d'un lit d'hôpital. Il annonce à son maître qu'il gérera la situation en personne. Kambara est allongé dans le lit avec une lourde minerve, le visage déformé par un masque de pure rage. Il hurle au majordome de la fermer, son ego étant clairement plus amoché que son propre corps. Il ordonne au majordome d'utiliser absolument tous les coups bas possibles et imaginables au sein de l'université. Il exige que le cas de Tatsuma soit réglé définitivement d'ici une semaine. Le majordome s'incline, le visage mangé par les ombres. Il accepte calmement d'effacer, par accident, l'étudiant roturier de la surface du globe. L'image de Tatsuma traverse l'esprit de Kambara, entouré de gerbes de sang écarlate. Le noble est rongé par une seule et unique pensée ultraviolente. Les yeux de Kambara sortent de leurs orbites à cause de ses pulsions meurtrières. Il se jure de ne pas rater une seule seconde du moment où Tatsuma crèvera. Terrain d'entraînement pratique de la Dragon University. Un immense hall baigné de soleil où le premier vrai test des étudiants est sur le point de commencer. Dans la foule, Matsuoka Tsuyoshi, Buko, se penche pour mettre Emori Tatsuma en garde sur la réputation du prof. Il a entendu dire que ce type adore s'acharner sur les roturiers, alors il suggère de faire profil bas. Le mec en question est un officiel de l'académie qui dégage une aura d'autorité absolue. Il regarde ses étudiants de haut avec un regard aussi glacial que pro. Face à la classe, il se présente sous le nom de Benjamin Lee et explique qu'il est en charge des travaux pratiques des premières années. Il annonce direct la couleur. Seuls les résultats comptent, et les faibles ne méritent pas qu'il perde son temps. L'officiel de l'académie balaie la foule du regard, ses yeux se verrouillant sur une cible précise dans le groupe. Il est clair qu'il cherchait quelqu'un en particulier pour en faire un exemple. Un petit flashback montre le prof en train de magouiller en privé, rejetant l'idée d'un simple renvoi comme étant beaucoup trop clément. Il a prévu un truc bien plus vicieux pour Tatsuma. Il lâche un sourire narquois pendant qu'il est au téléphone, promettant de faire payer au centuple les blessures de leur Kambara. Il est déterminé à faire cracher ses poumons au roturier pour avoir oublié à quelle place il appartient. De retour dans la salle, l'officiel s'adresse à la classe, balançant que la liste des inscrits compte un insecte de rang D qui ne connaît pas sa place. L'ambiance dans la pièce devient instantanément glaciale. Les étudiants nobles du coin se mettent à ricaner et à chuchoter, cherchant du regard le mec dont le prof se fout. Ils n'arrivent pas à gober que quelqu'un d'aussi bas dans la chaîne alimentaire soit planté là parmi eux. Buko a des sueurs froides, captant que tous les regards vont se braquer sur son pote. Il demande à Tatsuma si c'est vraiment de lui dont parle le prof. L'officiel de l'académie pointe un doigt inquisiteur directement sur Tatsuma, hurlant à l'épéiste de rang D de dégager sur le champ. Il affirme que la simple présence du gamin, ici, est une insulte à son égard. Tatsuma ne s'y même pas, tenant bon et rétorquant qu'il a gagné sa place à la sueur de son front. Il ne va pas laisser quelques vannes d'un officiel coincé du cul le faire reculer. Il va même jusqu'à remettre en question la philo du prof, curieux de savoir comment fonctionne réellement ce système basé sur les résultats.
Il a sa propre vision sur la façon dont la force se mesure dans ce monde. Tatsuma commence à détailler les deux principales manières de devenir plus fort, en commençant par le level up. C'est la seule voie qui, sur le papier, donne à tout le monde une chance égale, peu importe le statut. Au fil de la montée de niveau, les stats grimpent, mais le deuxième facteur, ce sont les énormes bonus liés au rang de la classe. Les classes de haut rang démarrent avec un avantage colossal qui ne fait que se creuser avec le temps. C'est un système conçu de A à Z pour garder l'élite au sommet, pendant que les roturiers se retrouvent avec quasiment zéro chance de s'en sortir. Le monde est truqué pour que les forts restent toujours plus forts que le reste. La réalité de leur monde est sans pitié, avec toujours plus de ressources balancées pour booster les classes de haut rang. Pour quelqu'un qui part du bas de l'échelle, les dés sont pipés d'entrée de jeu. Mais Tatsuma refuse d'avaler les conneries de ce système. Il sait pertinemment que le niveau et le rang de classe ne font pas tout quand on parle de vraie puissance. Il serre les poings, pointant du doigt la troisième variable que les roturiers peuvent encore maîtriser, la technique. Pour lui, c'est le seul véritable atout qui leur reste pour rattraper le retard. L'officiel de l'académie se contente de ricaner, prétextant que le cerveau d'un roturier est incapable de saisir la générosité des nobles. Il le prévient que s'il ne commence pas à obéir sagement, il risque de ne pas finir la journée. Tatsuma lui décoche un sourire en coin tranchant, avouant que là, il commence vraiment à s'amuser. Il est plus que prêt à tester ses théories sur le terrain. Il s'avance, demandant au prof de lui montrer à quoi ressemble concrètement cette fameuse leçon basée sur les résultats. Il cherche carrément l'embrouille au lieu de la fuir. Rendu fou par ce manque de respect total, le prof lui aboie de surveiller son ton. Il a l'habitude que tout le monde s'aplatisse devant son autorité. Puisque le mannequin d'entraînement est soi-disant cassé, il décide que Tatsuma fera office de punching ball humain pour la leçon du jour. Il remonte ses lunettes avec un rictus sadique. Les autres étudiants nobles sont excités comme des puces à l'idée de pouvoir défoncer un roturier. Ils kiffent déjà ce premier jour, impatients de passer leurs nerfs sur lui. Buko chope le bras de Tatsuma, le suppliant de ne pas mordre à l'hameçon. Il lui conseille de juste faire le dos rond et de s'excuser avant que ça ne dégénère sérieusement. Tatsuma l'envoie balader avec un sourire, avouant qu'il kiffe bien la mentalité du prof, finalement. Il est à 100% pour un monde où on doit arracher ses droits par la force pure. Même si l'issue est incertaine, il préfère ça plutôt que de se coucher et d'accepter la défaite comme un lâche. C'est un principe de base qu'il a toujours respecté. Buko reste sans voix alors qu'il voit son pote s'avancer sans pression au centre de l'arène. Il n'a jamais vu un mec faire preuve d'autant d'inconscience face à un officiel. Tatsuma monte les marches vers la plateforme, l'air de s'en foutre royalement de la situation. Il est prêt à encaisser tout ce que le prof va lui balancer. Le prof le regarde s'approcher, se disant que si le gamin crève ici, ça lui évitera de devoir s'en occuper plus tard. Pour lui, c'est déjà de la viande avariée. Il pointe l'arme de Tatsuma, lui ordonnant de la ranger. Il insiste sur le fait qu'un vrai mannequin d'entraînement doit rester à main nue. L'officiel continue son florilège d'insultes, affirmant qu'un épéiste sans son épée ne vaut pas mieux qu'une poubelle. Il cherche à dépouiller Tatsuma de tout ce qui lui reste. Tatsuma plante sa lame usée dans le sol, lâchement qu'il n'avait pas l'intention de salir son épée avec leur sang crasseux de toute façon. Il a totalement confiance en ses capacités à main nue. Les étudiants nobles dans la foule se mettent à gueuler et à lever la main, morts d'envie d'avoir leur part du gâteau. Ils supplient presque le prof de les laisser se faire le roturier. L'officiel en choisit 3 dans le tas et leur dit d'y aller tous en même temps. Il n'essaie même plus de faire genre que ce sera un combat équitable. Buko et les autres n'en reviennent pas que le prof impose un putain de 3 contre 1. Ils sont en panique à l'idée que Tatsuma finisse amoché à vie ou pire. Il réajuste ses lunettes avec un sourire carnassier, rappelant à la cantonade que la réalité est particulièrement impitoyable pour les roturiers qui oublient leur rang. Il savoure chaque milliseconde de ce moment. Buko observe depuis la touche en silence, le visage marqué par une réelle inquiétude. Il n'arrive pas à croire que la situation ait dérapé aussi vite. Les 3 agresseurs encerclent Tatsuma au milieu de la salle, mais lui gardent un calme impérial. Il se dit intérieurement que ses poings suffiront largement pour ces sous-merdes. Soudain, Buko lève la main et hurle qu'il veut lui aussi participer à la baston. Il est déterminé à rester aux côtés de Tatsuma, quoi qu'il en coûte. L'officiel de l'académie le regarde avec un sourire satisfait, l'invitant à les rejoindre. Il trouve sa limite poétique que des roturiers soient obligés de s'écraser mutuellement pour s'en sortir. Matsuoka Tsuyoshi, Buko, s'avance, refusant de laisser son pote se faire lyncher tout seul. Il se proclame allié d'Emori Tatsuma, tenant bon face à la pression. L'officiel de l'académie se contente de ricaner en voyant les 2 roturiers se serrer les coudes. Il les méprise d'un rictus,
marmonnant que les ordures finissent toujours par s'attirer. Buko se penche pour glisser un plan à la va-vite. Il dit à Tatsuma de tenir le coup juste une petite minute avant de déclarer forfait direct. Il lui promet de gérer toute la défense lui-même. C'est un coup de poker, mais il est déterminé à protéger Tatsuma du pire de la raclée. Tatsuma kiffe le geste, mais son cerveau a déjà 3 coups d'avance. Il était chaud pour donner une vraie correction à ces types, mais là, il capte qu'il doit aussi faire gaffe à la répu de Buko. Il lâche un soupir, se disant qu'il va juste devoir lever un peu le pied pour sauver les miches de son pote. Il affiche une expression calme, limite blasée, alors que la baston éclate. Le prof hurle le coup d'envoi, et les 3 étudiants nobles déchaînent direct leur magie. Flammes, glace et éclairs d'énergie illuminent la zone d'entraînement alors qu'ils visent les 2 roturiers. Buko pousse un rugissement et déploie un bouclier d'énergie massif, encaissant de plein fouet l'avalanche multi-élémentaire. Même l'officiel de l'académie est sur le cul, notant qu'un rang BSP défense de cette trempe, c'est une perle rare. À travers les flashs aveuglants de la magie, Buko hurle à Tatsuma de rester bien planqué derrière lui jusqu'à ce qu'il soit temps d'abandonner. Tatsuma balance un « ouais » distrait, alors qu'il a déjà bougé. Tatsuma décide qu'attendre 60 putains de secondes, c'est vraiment trop chiant. Il se volatilise dans la fumée et la poussière, sa vitesse ne laissant que des mirages derrière lui. Il réduit l'écart avec le premier mage noble avant même que le type n'ait le temps de finir sa putain d'incantation. L'étudiant ait les yeux rivés sur le bouclier, incapable de voir l'ombre qui lui fonce dessus par le flanc. D'une frappe chirurgicale et foudroyante, Tatsuma tranche la nuque du noble. Un coup sec qui coupe le jus de son mana et de son cerveau en une fraction de seconde. Sans même marquer de pause, il pivote vers la prochaine cible qui galère encore à maintenir sa magie de feu. L'étudiant a à peine le temps d'imprimer que son pote est au tapis que Tatsuma lui tombe déjà sur le rable. Il a envoyé le 3e noble valser à travers le hall d'entraînement avec une frappe brutale à bout portant. La violence du coup a généré une onde de choc qui a soulevé encore plus de poussière. Un énorme nuage de fumée s'abat sur l'arène, laissant tout le public dans le flou total. Quand le bordel se dissipe enfin, 3 étudiants nobles sont étalés de tout leur long sur le sol, chaos technique. Buko est toujours figé dans sa position de défense, regardant autour de lui complètement largué. Tatsuma s'approche et lui tapote l'épaule tranquille, comme si de rien n'était. Buko demande si c'est enfin terminé, les yeux exorbités en fixant les nobles dans les vapes. Tatsuma se contente de lui faire un signe de tête avec un petit sourire. Le grand paladin est complètement perdu, se demandant pourquoi tout le monde roupille d'un coup. Il n'a pas capté le moindre mouvement de Tatsuma à travers le nuage de poussière. L'officiel de l'académie est le seul à avoir pigé ce qui s'est réellement passé. Il a vu Tatsuma se servir de l'écran de fumée pour coucher 3 mages en pleine incantation en un claquement de doigts. Il essaie de se convaincre que la technique de combat de Tatsuma n'est que le fruit de bastons crades entre roturiers. Il refuse d'avaler qu'un mec de rang des puisse avoir un tel niveau. Tatsuma se penche et ment comme un arracheur de dents, suggérant que les nobles ont juste trop forcé sur la dose. Il prétend qu'ils ont simplement perdu le contrôle de leur propre magie de haut niveau. Buko gobe l'histoire sans brancher, persuadé que leurs manas se sont percutés et leur ont pété à la gueule. Il est soulagé que ce soit juste de la magie instable et pas un vrai bain de sang. Le prof met officiellement fin à la leçon, ordonnant que les 3 nobles au tapis soient évacués vers l'infirmerie. Il en profite pour avertir le reste de la classe de faire gaffe à la stabilité de leur sort en combat réel. Les autres étudiants chuchotent entre eux, convaincus que Tatsuma a juste eu la chance de sa vie. Ils n'arrivent pas à intégrer qu'un roturier puisse un jour fumer 3 nobles grâce à son talent pur. L'officiel de l'académie provoque Tatsuma une dernière fois, lui demandant s'il croit vraiment que cette misérable petite victoire lui donne le droit d'être dans cette école. Il n'a clairement pas abandonné l'idée de briser le gamin. Il met sur le tapis l'examen pratique en donjon prévu pour le lendemain, prédisant qu'aucun noble ne voudra jamais faire équipe avec un raté de randé. Il s'attend à ce que Tatsuma soit viré d'office quand il ne trouvera pas de groupe. Tatsuma lâche juste un sourire en coin et répond qu'il a carrément hâte d'y être. Les menaces du prof et le défi qui arrivent ne lui font ni chaud ni froid. Il demande au sensei si sa prestation du jour a répondu à ses fameux critères basés sur les résultats. C'est un putain de tacle qui fait clairement mouche. Le lendemain, les étudiants sont rassemblés au site de test du donjon pour vétérans. C'est une immense zone à ciel ouvert où se déroulera leur première véritable épreuve. L'officiel de l'académie utilise un mégaphone pour cracher les enjeux, nettoyer un donjon de difficulté normale ou se faire virer direct. L'air est chargé de tension pendant qu'il énonce le règlement. Il pond une nouvelle règle sur mesure pour isoler les roturiers. Chaque groupe doit compter au moins 3 membres et intégrer au moins un noble. Il sort l'excuse bidon d'éviter les accidents mortels, mais tout le monde a capté la vraie raison.
C'est une magouille évidente pour s'assurer que les roturiers considérés comme des boulets par les nobles ne puissent même pas passer l'examen. C'est le blocage ultime par l'élite de l'académie. Buko court vers Tatsuma, excité comme une puce parce qu'il pense avoir déjà trouvé 2 nobles chauds pour rejoindre leur équipe. Il espère qu'ils viennent de franchir l'obstacle le plus hardcore. Tatsuma lui emboîte le pas, mais il a l'air plutôt sceptique. Il regarde 2 étudiants nobles s'approcher avec des tronches d'arrogants finis. Buko présente fièrement son colloque et pro de l'épée, mais les visages des nobles se décomposent illico. Ils ont capté le nom et la sale réputation qui lui colle à la peau. Un des nobles leur rit à la gueule, traitant Tatsuma de célèbre tueur de coéquipiers. Ils ont clairement avalé une version complètement tordue de ce qui s'est passé à l'examen d'entrée. Il ressort la rumeur comme quoi Tatsuma aurait buté 3 nobles pendant l'examen et refuse catégoriquement de s'associer avec un mec comme ça. Il tourne le dos aux 2 roturiers sans la moindre hésitation. Buko et Tatsuma restent plantés là comme des cons pendant que les nobles se cassent. Le grand paladin est sur le cul, scié par une telle hostilité gratuite. Tatsuma capte que quelqu'un a pris un malin plaisir à faire tourner des rumeurs bien crades sur lui. Il sait qu'il y a 99% de chances que ce soit le prof qui tire les ficelles de cette campagne de calomnie. Il lève les yeux et grille l'officiel de l'académie en train de mater depuis un balcon, un sourire sadique plaqué sur la tronche. Le prof se sert du règlement de l'académie pour se débarrasser de Tatsuma sans jamais se salir les mains. Buko tente de prendre la défense de son pote, expliquant aux nobles que tout ça n'était qu'un accident. Mais Tatsuma lui lâche que c'est pas grave, sachant très bien que des mots ne changeront pas leurs esprits étriqués. Les nobles balancent à Buko qu'ils sont toujours chauds pour le prendre dans l'équipe, mais uniquement parce qu'un paladin de rang B, ça sert toujours. Ils n'ont pas de temps à perdre avec des « ordures » comme Tatsuma. Matsuoka Tsuyoshi, Buko, n'est pas à l'aise alors qu'une bande de nobles les encercle, son attitude d'ordinaire pleine d'assurance commençant à flancher. Un des étudiants hautain le domine de toute sa hauteur, son ombre s'étirant sur le pavé pendant qu'il lâche un discours bien cruel. Le noble au manteau beige se penche avec un rictus qui donne la gerbe, ramenant sur le tapis un vieux dossier glauque du bahut. Il parle d'une fille roturière qui se serait suicidée dans le donjon, se servant de cette tragédie comme d'une menace à peine voilée. Le visage d'Emori Tatsuma s'assombrit radicalement, ses yeux plongés dans l'ombre glaciale pendant qu'il écoute. Le poids des paroles du noble pèse 1 tonne dans l'air, mais Tatsuma reste silencieux comme une tombe. Le noble continue son histoire avec un ricanement, racontant que le destin de la meuf était scellé parce qu'elle a osé recaler l'invitation d'un noble. Il la décrit dépouillée de ses fringues et balancée dans le donjon comme si c'était la blague de l'année. Un autre noble en survêtement rajoute sa couche, disant à Buko qu'il doit choisir dans quel camp il est vraiment. Il avertit le grand paladin de ne pas gâcher sa vie en traînant avec des déchets comme Tatsuma. Tatsuma bouge d'un coup sec, le bras tendu avec un regard froid et provocateur. Il demande cash s'ils ont fini de déblatérer, sa patience ayant visiblement atteint sa putain de limite. Avant même que le noble en survêt ne puisse esquisser un geste, Tatsuma lui plaque une épée d'entraînement en bois contre la gorge. L'arrogance du mec se transforme en choc pur quand il capte à quelle vitesse le roturier est capable d'aller. Les yeux de Tatsuma s'enflamment d'une lueur cramoisie prédatrice pendant qu'une aura sombre commence à l'entourer. Il se fout ouvertement de l'idée d'être effrayé par une sanction, leur rappelant qu'un tueur de coéquipiers, comme lui n'en a rien à cirer de leurs règles de petit bourgeois. Le noble au manteau beige hurle de rage et balance une brique massive directe sur la tête de Tatsuma. Tatsuma ne se donne même pas la peine d'esquiver, encaissant le projectile sans bouger d'un pouce. La brique explose en dizaines de morceaux contre le crâne de Tatsuma dans un bruit sourd, et pourtant, il ne bronche même pas. Le noble lui hurle de ne pas prendre la grosse tête, le visage tordu par un mélange de fureur et d'une peur naissante. Tatsuma reste de marbre, la tête baissée et dissimulée par ses cheveux noirs en pagaille. Le noble au manteau beige se fige, son arrogance partant en poussière en réalisant que sa meilleure frappe n'a même pas laissé une putain d'égratignure. Buko hurle de panique, persuadé que son pote est grièvement blessé par cette attaque en traître. Il fonce vers Tatsuma, les yeux écarquillés, et lui demande s'il va bien. Tatsuma relève lentement la tête, un sourire d'un calme flippant s'étirant sur son visage. Il fait remarquer que le règlement n'interdit que la magie offensive, ce qui veut dire que la violence physique est, techniquement, totalement légale. Il fixe les nobles avec une intensité qui semble aspirer tout l'air de la zone. Il a pigé que les failles du règlement de l'école venaient tout juste de lui donner le feu vert pour riposter. Le noble en survêt commence à trembler comme une feuille, reculant en bégayant alors qu'il plonge son regard dans les yeux sans âme de Tatsuma. Il bredouille une question, mort de trouille à l'idée de savoir ce que le roturier a derrière la tête. Tatsuma fait un seul pas en avant, si lourd que le sol se fissure en toile d'araignée sous son pied.
La simple pression de sa présence physique suffit à faire vibrer l'air. Avec une explosion de vitesse fulgurante, Tatsuma décoche un coup dévastateur au noble en survêt. L'impact est tellement monumental qu'il crée une onde de choc visible autour de son poing. Le noble vole dans les airs comme une putain de poupée de chiffon, son corps tournoyant hors de contrôle sous la force de la frappe. Il s'écrase contre un mur lointain, le bruit du choc résonnant sur tout le terrain d'entraînement. Le noble percute le mur de pierre avec une violence inouïe, pulvérisant le carrelage et lâchant un cri de douleur avant de glisser au sol. Les autres étudiants sont pétrifiés d'horreur. Un autre étudiant noble, sapé d'un costume bleu, hurle de rage, incapable d'admettre qu'un roturier ose poser la main sur eux. Il zappe tous les signaux d'alarme et s'apprête à lâcher un sort de feu, sa main irradiant d'une lueur orange mortelle. Tatsuma est sur lui avant même que le noble ne puisse libérer son mana, sa main se refermant sur le poignet du mec comme un étau d'acier. Le visage du noble se déforme d'une peur soudaine et aiguë en comprenant que sa magie a été coupée nette. Dans un craquement écœurant, Tatsuma lui pète le poignet, l'obligeant à hurler de douleur. Il n'affiche pas la moindre once de pitié, son visage restant aussi froid et dur que le roc. Tatsuma enchaîne avec un kick foudroyant dans les côtes du noble, la force du coup pliant le type en deux. L'étudiant dérape sur le bitume, complètement hors service. Le noble s'effondre en tas, crachant et cherchant son souffle pendant que sa vision se trouble. La force physique de Tatsuma évolue clairement dans une autre galaxie que ce qu'on attend d'un Randé. Tatsuma domine les nobles au tapis, pointant un doigt vers eux comme s'il choisissait ses prochaines victimes. L'atmosphère est suffocante alors qu'il surplombe l'élite en miettes. Buko reste planté là, la mâchoire décrochée, essayant de capter le carnage absolu que son colloque vient de provoquer. Il finit par réussir à bredouiller le nom de Tatsuma. Le noble au manteau beige se recroqueville contre un mur pendant que Tatsuma s'approche de lui, épée à la main. Il essaie de se planquer derrière le statut de son daron, hurlant au roturier de pas approcher. Tatsuma le fixe de haut et lui lâche qu'il s'en tape royalement de sa famille ou de son titre. Il a l'air prêt à régler ça une bonne fois pour toutes, peu importe les retombées. Buko attrape brusquement l'épaule de Tatsuma, essayant désespérément d'empêcher que ça dégénère encore plus. Il le prévient qu'émerder les factions nobles ne mènera qu'à un désastre absolu. Tatsuma finit par stopper net et abaisse son arme, son aura de prédateur commençant à retomber. Il lâche des excuses creuses, déclarant qu'il assumera l'entière responsabilité de ce qui vient de se passer. Buko continue de gueuler, rappelant à Tatsuma qu'il n'est pas le seul roturier de l'école dont la vie est en jeu. Il est mort de peur que la rébellion d'un seul mec ne déclenche une putain de purge sur eux tous. Il supplie Tatsuma de piger que ses actes rendent la vie encore plus merdique pour les autres roturiers qui cherchent juste à s'en sortir. Il l'implore de suivre les règles pour qu'ils ne se fassent pas tous lourder en même temps. Tatsuma lâche un long soupir fatigué et ferme les yeux, le poids des paroles de son pote finissant par percuter. Il murmure juste qu'il a compris, son attitude perdant son agressivité. Tatsuma tourne le dos au groupe et s'éloigne, traînant son épée d'entraînement derrière lui. Il a bien compris qu'après ce coup de sang, il est devenu le paria que personne ne voudra jamais approcher. Il jette un dernier regard vers Buko, lui conseillant de garder ses distances quand ils sont en public. Il veut être sûr que sa propre réputation de merde n'entraîne pas son seul pote dans sa chute. Tatsuma s'enfonce dans une foule d'étudiants en ombre chinoise, sa silhouette devenant isolée même au milieu de la masse. Il accepte l'idée qu'il vaut mieux rester seul si ça permet de protéger les autres. Il continue sa route, le regard figé vers l'avant, envisageant un avenir où chaque personne autour de lui est un ennemi. Il est prêt à affronter seul l'hostilité de l'école entière. Le regard de Tatsuma se durcit d'une sombre résolution alors qu'il capte que si tout le monde est un ennemi, il n'aura plus à s'inquiéter de blesser quelqu'un à qui il tient. Derrière lui, Buko l'interpelle, saluant sa force incroyable. Tatsuma s'arrête et regarde par-dessus son épaule pendant que Buko lui avoue qu'il a fait un truc hyper courageux que la majorité des roturiers n'oseraient jamais faire. La voix du grand gaillard est un mix de terreur et de respect sincère. Buko insiste sur le fait qu'il ne veut pas laisser Tatsuma payer seul l'addition de ses actes. Il lui rappelle sa promesse de toujours assurer ses arrières, peu importe le nombre d'ennemis qu'ils se font. Il prévient Tatsuma que même s'il est le « jeu » corrompu de l'école, il doit rester dans la course pour avoir une putain de chance de changer les règles. Il le supplie de ne pas se faire virer avant d'avoir pu faire bouger les choses. Tatsuma se tient au centre du terrain d'entraînement, levant les yeux vers les bâtiments massifs de l'académie avec une détermination froide et renouvelée. Il sait que son parcours dans cette école ne va faire que devenir de plus en plus hardcore. Emori Tatsuma se tient au centre du terrain d'entraînement, levant les yeux vers les bâtiments massifs de l'académie avec une détermination froide et renouvelée. Il pense à quel point c'est chelou de se faire prendre de haut par un type comme le prof. Matsuoka Tsuyoshi, Buko, se marre et chope Tatsuma dans une clé de bras amicale,
son caractère extraverti brisant direct la tension. Il propose qu'il se plante devant l'entrée du donjon et tape la discute à tous ceux qui passent pour recruter. Tatsuma réfléchit à son plan sur le long terme, briser les règles et devenir le numéro 1 incontesté. Pour l'instant, il décide de serrer les dents face à la pression sociale et de suivre le chemin tracé par l'académie. Ils arrivent devant l'entrée du donjon des vétérans, où un énorme vortex magique violet tourbillonne au cœur d'une grotte en pierre. Tatsuma fixe le portail avec un regard neutre, limite saoulé. Tatsuma observe l'énergie tourbillonnante de l'entrée du donjon, un léger rictus cynique étirant le coin de sa bouche. Il se dit que le design est un peu trop téléphoné, rendant le truc beaucoup trop facile à capter. Une foule monstre d'étudiants est agglutinée dans la clairière devant le donjon, formant des groupes et murmurant entre eux. L'ambiance est lourde d'anticipation, plombée par les regards accusateurs de l'élite noble. 2 étudiants nobles voient le duo approcher, chuchotant sur le roturier qui a pris la grosse tête et qui a osé riposter tout à l'heure. Ils reconnaissent Tatsuma et Buko comme étant ceux qui ont éclaté un étudiant du nom de Yamaz. Les nobles décident de garder leur distance, marmonnant que Tatsuma serait déjà un homme mort sans le règlement strict du bahut. Ils les regardent avec dégoût pendant que le duo passe devant eux. Tatsuma remarque que même les autres roturiers font des détours de dingue pour l'éviter, laissant un vide énorme sur son passage. Buko regarde autour de lui, en sueur, réalisant qu'ils sont mis en quarantaine par tout le monde. Tatsuma philosophe sur l'instinct grégaire des autres étudiants, les comparant à un troupeau qui est viscéralement le loup. Il sait très bien que les moutons qui restent des moutons sont voués à finir bouffés. Le plan bascule au niveau du sol alors qu'une paire de bottes tactiques noires s'avance fermement sur le chemin poussiéreux. Quelqu'un s'approche du duo avec une démarche assurée et délibérée. Un étudiant roux, affichant un sourire suffisant et percé de partout à l'oreille gauche, fait son apparition. C'est Hisashi Shine, un assassin noble de rang A, portant un gilet à capuche noire sans manches sur un t-shirt gris. Hisashi Shine se plante devant eux, les mains dans les poches, ses yeux gris perçants fixés sur Tatsuma. Il parle avec une arrogance décontractée, confirmant l'identité de notre protagoniste en tant que la fameuse star des roturiers. Buko se penche et murmure à Tatsuma, lui crachant les rumeurs qu'il a chopées sur le nouveau. Il précise qu'Hisashi est un assassin noble de l'élite classée dans le top 50, mais ajoute que personne ne peut le blairer. Hisashi Shine tend soudain la main et la pose sur l'épaule de Buko, prenant le grand paladin au dépourvu avec ce contact inattendu. Avec un sourire condescendant, Hisashi Shine propose à Buko de rejoindre son équipe pour l'épreuve. Il explique que son escouade a besoin d'un tank et qu'un paladin de rang B comme Buko serait parfait. Buko est complètement pris de court, la mâchoire pendante, choqué par cette offre tombée du ciel. Tatsuma reste de marbre, observant l'échange avec un visage stoïque et neutre. Les autres étudiants autour chuchotent avec stupeur, se demandant si Hisashi a pété un câble en invitant le pote du tueur de coéquipier. Ils sont persuadés que s'afficher avec ces deux-là va ruiner la réputation de n'importe quel noble. Buko montre Tatsuma du doigt, demandant si l'invitation est seulement pour lui. Il est clairement tiraillé à l'idée de planter son pote, même pour intégrer une équipe de l'élite. Hisashi Shine croise les bras sur son torse, son petit sourire arrogant ne flanchant pas une seconde. Il annonce cash qu'ils n'ont besoin que du paladin, et que Tatsuma ne les intéresse pas. Buko gueule de colère en retour, serrant le poing alors qu'il jure que Tatsuma est son meilleur pote. Il refuse d'intégrer une équipe qui zappe le mec qu'il a toujours couvert. Hisashi Shine n'en a rien à foutre de cette explosion de colère, demandant à Buko si son meilleur pote partage vraiment ses sentiments sur la question. Il remet en cause la solidité de leur lien avec un regard moqueur. Tatsuma regarde Buko par-dessus son épaule, un petit sourire sincère fissurant enfin son masque de marbre. Il pousse son pote à foncer, lui disant que c'est une occasion en or qu'il ne doit pas gâcher. Tatsuma ferme les yeux et dit à Buko qu'il gérera tout seul, sa voix chargée d'une détermination silencieuse. Il lui rappelle que leur ancienne équipe a explosé à cause de lui de toute façon, alors c'est mieux comme ça. Buko fixe Tatsuma, se demandant si son pote est vraiment prêt à risquer de se faire lourder. Tatsuma garde juste une main ferme sur son épaule, l'air de s'en taper de la pression. Tatsuma jette un regard en coin, le visage indéchiffrable pendant qu'il analyse la situation. Hisashi Shine s'avance et demande si Tatsuma compte mendier une place pour lui-même. Il se fout de sa gueule à l'idée qu'il essaie de prouver qu'il est le meilleur choix pour l'équipe. Tatsuma lui jette un regard noir et hausse les épaules. Il annonce direct qu'il préfère voir son pote choper la chance qu'il mérite. Le regard de Tatsuma se durcit alors qu'il attaque le timing ultra suspect d'Hisashi. Il fait remarquer que le noble s'est pointé pile au moment où ils allaient se faire disqualifier. Hisashi se gratte le crâne avec un sourire crispé, avouant que l'épéiste ne loupe pas un seul putain de détail. Il lâche un soupir et décide de jouer franc jeu,
balançant qu'il a des infos confidentielles sur le donjon qui les attend. Il explique que la zone est blindée de résistance magique, ce qui met tous les nobles spé magie dans la merde. À cause de ça, les roturiers de type physique sont les seuls à pouvoir faire le taf. Il a besoin d'un mec capable de cracher de lourds dégâts physiques. Hisashi avoue que si Tatsuma avait essayé de la faire à l'envers à Buko pour prendre la place, il se serait barré. Il ne veut faire équipe qu'avec quelqu'un de vraiment fort. Il pointe un doigt vers Tatsuma, notant qu'il est clairement à part des autres roturiers de l'académie. Avec un sourire arrogant, Hisashi lui offre une place dans l'équipe et lui lâche qu'il ferait bien d'être reconnaissant pour cette faveur. Tatsuma baisse les yeux, rappelant au noble qu'il n'est qu'un roturier de rang D qui s'est déjà embrouillé plus d'une fois avec l'élite. Il prévient Hisashi que le prendre avec lui va dresser tous les étudiants nobles contre lui. Il sait qu'Hisashi est un calculateur qui aurait dû le voir venir. Les yeux de Tatsuma deviennent perçants alors qu'il exige une raison pour cette offre qu'il puisse vraiment gober. Hisashi se penche juste en arrière et prétend qu'il lui donne simplement sa chance pour l'épreuve. Tatsuma capte direct le mytho et lâche un sourire. Il parie qu'Hisashi est un putain de paria parmi les nobles et qu'il n'a personne d'autre avec qui faire équipe non plus. Il balance que la règle qui oblige les nobles à s'associer aux roturiers a un sens caché. La vérité, c'est que les nobles spé magie sont physiquement incapables de terminer ce donjon sans un attaquant physique pour les couvrir. Cette règle n'existe que pour éviter aux nobles de se faire massacrer quand leur magie tombe à l'eau. Tatsuma se penche, murmurant qu'Hisashi est tellement détesté par les siens qu'aucun noble ne veut de lui. Il jette un œil aux quelques roturiers qui restent, notant qu'Hisashi est totalement à court d'options. Le masque arrogant d'Hisashi se fissure alors qu'il essaie désespérément de faire fermer la gueule à Tatsuma. Il lui hurle de baisser d'un ton, affirmant que c'est une putain d'humiliation pour un noble de se faire recaler par un mec d'un rang inférieur. Hisashi se penche et murmure à Tatsuma de juste dire oui et de voir ça comme une fleur. Il fait un geste vers les terrains d'entraînement, rappelant que Tatsuma ne croule pas sous les offres non plus. Tatsuma fixe la main tendue du noble pendant un long moment, pesant le pour et le contre. Il finit par lui serrer la main fermement, acceptant que le deal est honnête. Buko est sur le cul que l'accord soit scellé pendant qu'Hisashi commence à ouvrir la création de groupe sur un écran holo. Il se dirige vers le portail pendant qu'Hisashi s'autoproclamait chef de groupe. Tatsuma met les choses au clair. Il ne promet pas de suivre ses ordres à la lettre. Au loin, l'officiel de l'académie les mate avec un mépris viscéral. Pour lui, voir un noble de rang à s'allier à des roturiers est un crachat à la gueule de la fierté noble. L'officiel réajuste ses lunettes, son visage devenant glacial. Il murmure que monter un groupe ne fera pas tourner les choses aussi bien qu'il le croit. Il ajoute que les « accidents » sont bien plus fréquents une fois que les étudiants posent le pied dans un donjon. Il se fait un film bien gore où Tatsuma et sa petite clique sont laissés pour morts dans l'obscurité. Le groupe rejoint la masse d'étudiants rassemblés près de l'énergie violette tourbillonnante de l'entrée du donjon. Buko interpelle Tatsuma, l'air un peu flippé alors qu'il se prépare à franchir le portail. L'officiel de l'académie leur coupe la route, félicitant Tatsuma avec ironie pour son coup de bol d'avoir trouvé un noble. Tatsuma ne recule pas, demandant cash au type ce qu'il compte saboter cette fois. L'officiel joue les innocents, prétendant qu'il est juste là pour leur souhaiter bon vent. L'officiel désigne le portail, déclarant que puisqu'ils ont respecté les règles, il n'a aucune raison de les bloquer. Il se penche avec un sourire sadique, leur glissant un ultime avertissement pour qu'ils fassent profil bas. Il leur annonce que si un truc imprévu arrive, personne ne viendra leur sauver la mise. Buko commence à paniquer face à la menace, mais Tatsuma lui met le bras pour le calmer. Tatsuma lui balance un sourire confiant en retour. Il dit à l'officiel qu'il a surtout peur que le donjon soit trop facile et qu'il finisse par se faire chier. L'officiel de l'académie tire un peu la gueule en observant le trio. Il dégage une aura ultra lourde et suspecte, clairement en train de préparer un sale coup. Il sort une clé noire et la tend à Hisashi, le désignant comme le leader du groupe. Il lui dit de bien la garder, même si sa tête laisse penser qu'il lui refile une putain de condamnation à mort. Hisashi examine la clé, surpris de voir qu'elle est en obsidienne. Il fait remarquer que tout le monde était censé avoir une clé en mithril pour cet examen. L'officiel replace ses lunettes, prétextant qu'ils ont changé toutes les clés pour cette session. Il demande à Hisashi s'il a trop les chocottes pour s'en servir, mais le noble balaie la pique d'un revers de main. Un rictus malsain s'étale sur la gueule de l'officiel alors que le groupe s'éloigne. Il sait pertinemment à quoi sert cette clé. Elle ouvre le « donjon maudit », un bourbier bien au-delà de ce qu'une première année devrait affronter. Il les regarde s'éloigner, persuadé que Tatsuma et sa petite bande vont crever pour de bon. Pour lui, ce ne sont que des fous furieux qui courent vers une tombe prématurée. Le groupe se tient devant un gigantesque portail violet tourbillonnant qui marque l'entrée. Hisashi montre la voie,
ordonnant qu'ils y aillent et lancent l'épreuve. Ils pénètrent dans une caverne sombre et flippante où de massifs sarcophages de pierre sont suspendus au plafond par de lourdes chaînes. Hisashi prend direct les rênes, annonçant qu'il va dicter leur formation. Il assigne Buko à la défense pendant qu'il prévoit d'attaquer par l'arrière. Il commence à donner un ordre à Tatsuma, mais l'épéiste s'éloigne déjà. Tatsuma se barre de son côté, ce qui saoule profondément Hisashi. Le noble lui hurle de rester en arrière, le prévenant que ce donjon pour vétérans n'est pas une putain de cour de récré. Buko n'attend pas de deuxième ordre, claquant des mains pour activer un énorme bouclier doré incandescent. Il fonce vers Tatsuma, hurlant pour qu'il se planque derrière lui. Derrière eux, Hisashi bout de rage, exigeant que ses coéquipiers écoutent enfin leur leader pour une fois. D'un coup, le sol cède avec un craquement sec, faisant trébucher Buko. Il capte trop tard qu'il vient de marcher droit dans un guet-apens. Le visage de Tatsuma se crispe alors qu'une sueur froide perle sur son front. Il réalise qu'ils viennent de se jeter dans la gueule du loup. Depuis les ombres du plafond, une nuée de gigantesques araignées violettes s'abat sur eux. Le bruit des pattes envahit l'air alors qu'elles commencent à encercler l'équipe. Buko se recroqueville derrière son bouclier, totalement tétanisé par la vue des monstres. Il avoue qu'il ne supporte rien de ce qui a plus de 4 pattes, et encore moins une armée entière. Hisashi ne perd pas de temps, enchantant ses lames avec de la magie de feu. Il hurle aux autres de reculer s'ils ne peuvent pas se battre, plongeant lui-même dans le tas. Une énorme explosion de flammes illumine la caverne, carbonisant tout sur son passage. Hisashi est sûr de lui, sachant que les araignées sont naturellement faibles face au feu. Planté au milieu des toiles en flammes, Hisashi se fout du comportement de roturier d'avoir les chocottes de quelques bestioles. Il regarde vers Tatsuma et le voit complètement immobile pendant que Buko est toujours en boule par terre. À sa grande surprise, Tatsuma passe droit devant une des araignées géantes, et le monstre ne réagit même pas à sa présence. Hisashi n'en croit pas ses yeux. Les araignées grouillent de partout, mais elles ignorent royalement Tatsuma. Il se demande ce qui se passe bordel. Il réalise que les araignées des fosses traquent leur proie en détectant le mana, ce qui veut dire qu'elles devraient cibler la plus grosse menace en premier. Tatsuma n'a pas balancé un seul sort, donc sa réserve de mana devrait être pleine à craquer. Et pourtant, les araignées ont l'air paumées, incapables de le capter même s'il est juste sous leur nez. Une idée de fou traverse l'esprit d'Hisashi. Il commence à se dire que Tatsuma n'a absolument aucun mana. Tatsuma avait fait le choix, il y a bien longtemps, de sacrifier la moindre once de talent magique. Il a juré de ne jamais compter sur des sorts, choisissant la voie d'un combattant purement physique. Un écran système confirme son don caché, sans mana. Son mana est bloqué à 0 pour toujours, et ses skills pompent maintenant directement dans sa vitalité. En tirant une croix sur la magie, Tatsuma a trouvé un moyen de devenir plus fort uniquement par l'entraînement physique. S'il maîtrise la voie physique, il pourra surpasser tout le monde. Hisashi est scotché. Dans ce monde, quelqu'un sans mana ne devrait même pas pouvoir changer de classe. Il capte qu'il n'a aucune putain d'idée du genre de monstre avec qui il a fait équipe. Il revient à la réalité et attrape Buko, disant au grand gaillard de se reprendre. Buko secoue sa peur et reste sur ses positions, promettant de protéger Tatsuma quoi qu'il arrive. Tatsuma lui adresse juste un petit sourire complice dans son dos. Les araignées battent en retraite dans les ombres, laissant le groupe seul dans la caverne éclairée au torché. Buko regarde autour de lui, paumé sur les raisons pour lesquelles les monstres les ont laissés tranquilles. Tatsuma fait remarquer qu'il n'avait clairement aucune intention d'attaquer depuis le début. Hisashi se demande s'ils étaient même hostiles, questionnant l'intérêt de cette embuscade foireuse. Tatsuma lève les yeux, son visage se durcissant alors qu'il capte la vérité. Il se doute que les araignées n'étaient pas la menace. C'était juste un déclencheur pour un truc bien pire. Tout en haut, un sarcophage massif enroulé dans des chaînes lumineuses commence à descendre, irradiant une aura violette terrifiante. La boîte de pierre s'écrase au sol, volant en éclats et faisant trembler toute la grotte. De la poussière et de l'énergie violette explosent dans tous les sens. Un guerrier squelettique gigantesque émerge de la fumée, brandissant une énorme lame rouillée. Le système l'identifie comme une élite maudite de niveau 5, le trompe-la-mort, Kela. Le visage d'Hisashi devient livide alors qu'il reconnaît le boss, un monstre caché qui ne spawn que par hasard. Ils sont dans une sacrée merde. Il réalise que la clé en obsidienne de Benjamin Lee était un putain de piège. Ce n'était pas juste les roturiers que le mec visait. Il essayait de fumer un noble comme Hisashi aussi. Buko demande si le machin est fort, et Hisashi lui dit que ce n'est même pas dans la même cour qu'un monstre normal de niveau 5. Le boss squelettique les fixe avec des yeux bleus luisants, son aura asphyxiant l'air. Hisashi sait que même un groupe entier de niveau 7 galérerait à survivre face à lui. Hisashi Shine regarde sa petite équipe.
3 niveaux 3 pour leur tout premier donjon avec 0 cohésion. Ils pigent qu'ils viennent de recevoir un billet aller simple pour l'enfer, maudissant leur Scoumoun légendaire. Le trompe-la-mort, Kela se dresse, sa carcasse squelettique drapée de flammes violettes vacillantes. Il pointe son énorme lame rouillée vers eux, sa voix caverneuse annonçant que tous les intrus doivent crever. Hisashi Shine hurle au groupe de se disperser et de se barrer, la sueur coulant sur son front alors que le boss les surplombe. Il se dit que celui que la bête choisira de traquer en premier est déjà un homme mort. L'équipe explose direct sa formation, Emori Tatsuma et Hisashi Shine tapant un sprint sur le sol de pierre défoncé pour esquiver l'affrontement direct. Pendant que les autres sont bouffés par l'urgence de se tirer, un sourire de prédateur carnassier s'étire sur le visage d'Emori Tatsuma. Il voit le boss d'élite comme l'adversaire idéal. Exactement ce dont il a besoin pour péter ses limites et monter en puissance. La caverne tremble alors que le trompe-la-mort, Kela explose dans une violente vague d'énergie violette aveuglante. Emori Tatsuma ne bronche pas, les yeux plissés alors qu'il se prépare à engager la bête. Au lieu de fuir, Emori Tatsuma fonce droit au cœur de l'aura du boss, l'épée au clair. Il fixe le monstre avec un sourire de défi, prêt à en finir ici et maintenant.